Bonsoir à tous, bienvenue dans cette session d'automne du Conseil de quartier Cambronne-Garibaldi. Donc je vous rappelle l'ordre du jour, on a 4 sujets ce soir pour lesquels nous remercions les intervenants. Pour commencer, on va voir la présentation du centre de soins non programmés par Valérie Giovannucci. Ensuite, nous verrons les espaces verts dans le quartier par monsieur Laurent Racapé. Et pour finir, les projets lauréats du budget participatif et le plan biodiversité qui seront tous les deux présentés par M. Mathieu Luineau. Je passe la parole à Valérie. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir à cette réunion publique du Conseil de quartier Cambronne-Garibaldi. Donc je vais vous présenter le centre de soins non programmés qui se situe à Necker au 149 rue de Sèvres, qui est ouvert tous les jours de 9h à 22h, y compris le week-end et les jours fériés, sans rendez-vous ou avec rendez-vous. Il y a une présence de médecins et d'infirmiers sur place pour répondre rapidement aux besoins de soins immédiats relevant de la médecine générale aux petites traumatologies, d'effectuer des soins techniques ou des prélèvements pour bilan biologique ou des soins infirmiers. Donc prend en charge tous les types de consultations médicales pour les adultes et les enfants. Donc c'est ouvert bien à tous les adultes et les enfants parce que vous savez que l'hôpital Necker est plutôt dirigé vers les enfants. Ça y est, ce centre de soins non programmés a été ouvert en partenariat avec Urgence Med, qui est un intermédiaire et qui gère toute la logistique. C'est lui qui organise la présence, le planning des médecins, qui trouve des médecins et des médecins qui acceptent de consacrer 1 ou 2 journées par semaine à cette activité dans ce centre de soins non programmés. C'est un lieu de consultation où sont présents donc des médecins généralistes qui consultent sans rendez-vous. Ils n'ont pas vocation à devenir des médecins traitants. Ils répondent seulement à une demande urgente quand justement votre médecin traitant ne peut pas vous proposer un rendez-vous dans les 24 heures ou dans les 48 heures, alors que vous, évidemment, vous en avez besoin. Et plutôt que de se rendre dans un service d'urgence, ce centre de soins non programmé est mis en place pour permettre d'avoir une consultation dans la journée, la demi-journée, pour vous dépanner et pour éviter d'aller justement au service d'urgence des hôpitaux. Ce projet est parti d'une idée de l'hôpital Necker, en lien d'ailleurs avec la mairie du 15e et le maire du 15e, Philippe Goujon. En effet, le recours au service d'urgence est de plus en plus intensif, partout d'ailleurs en France. À l'hôpital Necker, il y a un service d'urgence pédiatrique qui est d'une taille assez impressionnante. Il y a plus de 70 000 patients par an, soit 200 patients par jour, qui se présentent au service des urgences. Sur les 15 dernières années, alors je pense que c'est un peu petit, mais là, il y a un petit graphique qu'on vous propose. Ça ne fait augmenter, en fait, le recours au service des urgences dans les hôpitaux ne fait qu'augmenter, ce qui pose un problème de capacité à l'hôpital pour répondre à cette demande. Cette progression est liée en fait qu'il est de plus en plus difficile de trouver à court terme avec son médecin généraliste en ville un rendez-vous le soir aussi et le week-end surtout. Donc le service d'urgence de l'hôpital Necker, comme dans tous les hôpitaux de la région parisienne, se retrouve à avoir des patients qui viennent à défaut pour trouver une consultation urgente en ville. Ils se présentent donc aux urgences. Pour la pédiatrie, il a été constaté qu'une fois que les parents viennent avec leurs enfants au service d'urgence de Necker, et qu'on se rend compte que finalement c'était une simple consultation avec un généraliste qui pouvait suffire et qui n'avait pas besoin du plateau technique de l'hôpital, il est très difficile au service des urgences pédiatriques de Necker de les faire ressortir de l'hôpital sans qu'ils aient vu un médecin. D'où l'idée d'avoir un centre de soins non programmé à l'intérieur de l'hôpital pour répondre à ce besoin des parents et pour pouvoir réorienter les parents dans ce centre non programmé dans le bâtiment qui est juste à côté du service des urgences. Notez bien que ce service des urgences est bien offert aux enfants, donc au service pédiatrique, mais aussi à tous les habitants du quartier. Alors je vais vous faire juste un petit résumé de comment fonctionnent les urgences. Donc à l'arrivée aux urgences, il y a une infirmière qui dans le quart d'heure évalue la situation du patient. Et en fait, il y a un tri par couleur quand vous arrivez aux urgences. Alors les verts, comme ça vous le saurez, ce sont les patients qui ne nécessitent pas de plateau technique, des urgences. Une consultation avec un médecin généraliste suffit.
Les jaunes, il y a un besoin d'un examen complémentaire urgent, par exemple une analyse biologique, une radio, et le recours au plateau technique est justifié là cette fois-ci. Et là, c'est encore plus difficile effectivement de trouver une radiologie ou une radio, enfin de faire une radio quand on est en ville. Orange, il y a un besoin urgent qui doit être fait, par exemple une ventilation ou une crise d'asthme chez un enfant. Et enfin, en rouge, on est dans l'ordre de la réanimation, c'est par exemple l'accident de la route. Donc ça, ce sont des urgences rouges et urgences absolues. Et là, évidemment, on reste au service des urgences. Il y a un besoin d'un équipement de type réanimation à mettre en place dans les minutes qui suivent l'arrivée du patient. À Necker, il y a peu de rouges qui arrivent au service des urgences de Necker. Il y a quelques oranges et la majorité des patients sont jaunes ou verts. Il y a à peu près entre 30 et 40% de verts. Donc, ce qui est en plus constaté dans tous les services d'urgence en fait, de France. Donc ces verts ne nécessitent pas des services d'urgence absolus en fait. Donc il y a une partie de ces patients qui mobilisent les services des urgences, donc au détriment souvent de la prise en charge d'autres patients. Et évidemment, la priorité est donnée aux rouges, orange, puis aux jaunes. Et les patients qui arrivent en fait avec une évaluation en vert, ils peuvent attendre 1 heure. Ça a dû déjà vous arriver, moi ça m'est arrivé en tout cas, voire 4 heures, car il y a des patients plus prioritaires. Donc l'objectif de ce centre de soins non programmés, c'est de réorienter les patients en vert vers donc ce centre de non programmé, vers ce centre non programmé. Je vais y arriver. Ce centre, il est constitué pour l'instant de 2 médecins généralistes de ville et une infirmière, et il accueille donc tous les patients, enfants et adultes. Il reçoit environ 70 patients par jour, soit 20 à 30 consultations pédiatriques par jour qui sont réorientées depuis les urgences. Et le reste des patients, enfants comme adultes, qui se présentent sans rendez-vous ou avec rendez-vous. Les rendez-vous, vous pouvez les prendre sur Doctolib. Il y a des créneaux qui sont ouverts et qui vous donnent un rendez-vous soit dans la journée, soit le lendemain matin. Donc si vous avez besoin d'un rendez-vous, allez sur Doctolib. Et si jamais il n'y avait plus de place, vous pouvez aussi vous présenter directement à ce centre de soins. En fait, Necker a constaté qu'il y avait 15% de flux en moins aux urgences grâce à ce centre, et ils espèrent entre 20 à 25% de flux en moins au service des urgences. Ces médecins sont des médecins de secteur 1, sans dépassement, et qui pratiquent le tiers payant pour la sécurité sociale. À noter cependant que, comme un médecin libéral, il y a une majoration pour permanence de soins le week-end et du samedi après-midi et le dimanche, en fait comme un médecin traitant. Le centre est donc ouvert de 9h à 22h, 7 jours sur 7 et dimanche compris. Aujourd'hui, il est implanté à l'intérieur de l'hôpital Necker. Alors, je pense qu'on voit son entrée sur, actuelle, donc par la rue de Sèvres. Vous pouvez rentrer pour l'instant par la rue de Sèvres. Donc ça, c'est l'entrée actuelle. Mais son installation définitive sera un bâtiment autonome à l'été 2025 au sein de l'hôpital Necker. Et vous aurez un accès indépendant rue de Vaugirard, avec une porte d'entrée pour aller directement au centre de soins non programmés. Donc vous n'aurez plus besoin en fait de traverser l'hôpital. Voilà pour ce centre non programmé de Necker. Il faut que vous sachiez aussi qu'il y a 2 autres centres non programmés qui permettent de décharger les urgences des hôpitaux. Il y a un autre centre de soins non programmés, 12 rue Tiphaine, qui est en partenariat avec SOS Médecins, qui est ouvert à peu près depuis 1 an, qui est installé dans les locaux du dispensaire de la ville de Paris et qui fonctionne dans la journée comme dispensaire, mais le soir est ouvert de 20h à minuit, celui-là, sans rendez-vous tous les soirs, et les week-ends et jours fériés de 9h à minuit. Et à l'intérieur de ce centre, au 12 rue Tiphaine, il y a 2 cabinets médicaux. Ça, c'est pour 12 rue Tiphaine. Et il y en a un qui est en cours d'ouverture, qui sera comme à Necker, un centre de soins non programmés à l'intérieur de l'hôpital européen Georges Pompidou. Voilà pour ce qui est du centre non programmé à l'intérieur de Necker.
Si vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez venir me voir à la fin de cette réunion. Si j'étais un peu rapide sur les horaires ou sur les adresses, enfin celui-ci il est bien 149 rue de Sèvres pour l'instant, et après vous aurez une entrée rue de Vaugirard. Voilà, je pensais que c'était important de vous signaler cette existence, puisque c'est vrai que souvent le week-end, quand on cherche un médecin, c'est un peu compliqué, même de temps en temps la semaine d'ailleurs. Très bien, merci. Est-ce que vous auriez des questions auxquelles je peux essayer de répondre? Prenez, attendez, on va vous donner un micro, si vous voulez bien. Justement, l'horaire en semaine pour Tiphaine. Alors, pour Tiphaine, alors attendez, je ne connais pas par cœur. Donc, comme disait, de 20h à minuit. De 20h à minuit sans rendez-vous, tous les soirs. Et le week-end, c'est de 9h à minuit. Voilà. Et dans la journée, en fait, c'est comme un dispensaire. Il y a un cabinet, voilà. Et il est 12 rue Tiphaine. Et ensuite, vous en aurez un à l'intérieur de l'hôpital européen Georges Pompidou. Mais celui de Necker est un peu plus proche, si vous êtes aux alentours et plus proche de chez vous. Pas d'autres questions? Très bien. Et je vous remercie. Nous allons maintenant passer... je vais repasser la parole à la présidente. Merci beaucoup. Merci Valérie. Donc, je passe la parole maintenant à Monsieur Laurent Racapé, adjoint au maire, chargé de la végétalisation de l'espace public, de la nature, de la préservation de la biodiversité, de la condition animale, du développement durable et de l'environnement, qui va vous présenter les espaces verts dans le quartier et le campus Necker. Bonsoir à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est concernant cette présentation des espaces verts du quartier, j'ai intégré une petite partie avant qui n'était pas forcément demandée, qui concerne de manière plus générale le 15e arrondissement. Alors, évidemment, on va se concentrer par la suite particulièrement sur le quartier Cambronne-Garibaldi, mais je pense que c'était important de commencer avec une petite présentation générale sur le 15e arrondissement. Donc le 15e arrondissement, c'est 59 parcs et jardins ouverts au public, soit 62 hectares et un petit peu plus de 62 hectares. Et il y a aussi 2 cimetières dans le 15e arrondissement. Il faut savoir qu'on a gagné une demi-douzaine d'hectares de végétalisation sous la précédente mandature, et on ne le sait pas assez, mais le 15e arrondissement... Alors si on met le 12e et le 16e arrondissement de côté, car eux ont le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, donc on va dire qu'ils trichent un peu, mais si on met ces 2 arrondissements de côté, le 15e est l'arrondissement où il y a le plus d'espaces verts. Voilà. Et il y a notamment 13 jardins partagés. En ce qui concerne les parcs et jardins de manière générale, donc là vous avez par exemple une photo de Saint-Lambert qui n'est pas dans ce quartier-là mais qui est à proximité. Évidemment, ça n'a échappé à personne, surtout en 2024, les parcs et jardins sont importants l'été, évidemment, c'est une source de fraîcheur, mais pas que l'été. À l'année, les parcs et jardins sont des refuges pour la biodiversité, ils luttent contre les crues, en absorbant l'eau de pluie. Les parcs et jardins luttent contre le dérèglement climatique. Évidemment, les espaces verts sont, même si ce ne sont pas des grandes forêts ou quoi, c'est à leur échelle des moyens de lutter contre le dérèglement climatique. Et puis enfin, au-delà de la nature, ça bénéficie tout au long de l'année aux habitants du 15e qui peuvent s'y promener, parfois faire du sport, les enfants peuvent venir y jouer, donc il y a un vrai intérêt. L'objectif de la mairie du 15e et particulièrement de Philippe Goujon, moi donc, quand j'ai été élu aux Parcs et Jardins en 2020, avant j'étais adjoint à la jeunesse, l'objectif et la feuille de route qui m'a été donnée par le maire, c'est
verdir un maximum l'arrondissement et planter des arbres là partout où cela est possible. Donc verdir notre arrondissement, avoir des espaces verts de qualité, avoir un arrondissement apaisé et un arrondissement évidemment respirable. Alors celui-là, je vais vous parler de quelques parcs et jardins, comme je l'ai dit, extérieurs au quartier Cambronne-Garibaldi. Le parc Elisabeth Bozzelli est pour le coup à l'opposé du quartier, mais pourquoi je vous en parle, c'est que c'est le dernier né des jardins du 15e arrondissement. Il se trouve à la porte de Versailles, il occupe une superficie de 8000 m² et remplacer une station-service et un parking. On admettra tous, je pense ici, qu'il est plus agréable d'avoir un jardin que d'avoir une station essence. Voilà, les stations essence, c'est du béton, c'est difficilement respirable et ce ne sont évidemment pas des îlots de fraîcheur. L'arc vert structurant. L'arc vert structurant, il traverse tout le 15e arrondissement. C'est un projet que porte Philippe Goujon, donc notre maire depuis 2008 et sa première élection. C'est un corridor qui à terme fera 8 km, qui relie le parc Georges Brassens au parc Citroën par la petite ceinture. Il y a un prolongement via les berges de Seine jusqu'à Bir Hakeim et il va y avoir ensuite, donc ça c'est la partie qui n'est pas terminée, voire qui en fonction des endroits qui n'est pas encore commencé, poursuite par les boulevards requalifiés et végétalisés de Grenelle et Garibaldi, donc c'est votre quartier, c'est là où il y a un petit peu de retard, on va dire ça comme ça, et enfin pour terminer, boulevard Pasteur et boulevard de Vaugirard, merci Valérie, qui eux sont terminés. Voilà, donc en fait, ça part vraiment du... Alors, il y a une partie qui est en travaux et qui va ouvrir au fin du printemps l'année prochaine au niveau du parc Brassens. En fait, grosso modo, encore une fois, coulée verte, bord de Seine, Bir Hakeim et remonté par les boulevards Grenelle-Garibaldi. Le boulevard Pasteur, vous l'avez peut-être vu, est végétalisé depuis quelques années, ainsi que le boulevard de Vaugirard. Là aussi, c'était des parkings de motos à ciel ouvert. C'est, je pense, en 2024, quand on a besoin de végétaliser, d'avoir des îlots de fraîcheur, je pense que c'est un beau projet qui n'est plus totalement un projet, mais qui est en voie de se terminer, mis à part effectivement boulevard de Grenelle-Garibaldi, qui concerne particulièrement ce quartier. Je suis désolé que ça ait pris un petit peu de retard. C'est vrai que sous la ligne aérienne, c'est plus compliqué de végétaliser. Donc, il y a plusieurs projets à l'étude. Ça fera certainement l'objet de prochaines réunions du conseil de quartier. Voilà, mais c'est vrai que sous la ligne aérienne et sous le métro, il faut trouver plus le marché. Enfin, il y a le marché le dimanche matin. Donc, il y a des moyens de végétaliser, mais ça ne sera peut-être pas, ça sera pas aussi vert que la coulée verte, ça c'est certain. Voilà. Donc ça, c'est l'un des projets, enfin c'est un des chantiers qui concerne tout l'arrondissement. Après, les parcs et jardins, ça concerne tel ou tel quartier. Vous dire aussi, il n'y a pas de slide, mais vous dire qu'on a 2 grands parcs dans le 15e arrondissement qui sont le parc Citroën. Pour ceux qui sont allés s'y promener, vous avez peut-être vu que les travaux du Grand Canal sont terminés. Donc le Grand Canal, c'est la partie... Donc le parc Citroën a été inauguré en 92. C'est un très beau parc. Néanmoins, il avait un petit peu vieilli. La partie Grand Canal... c'est un grand canal qui était asséché depuis plusieurs décennies, en fait, qui n'a fonctionné qu'une dizaine d'années. Et les travaux sont terminés. Le Grand Canal, quand vous êtes en fait sur la pelouse, c'est en regardant vers la Seine, c'est la partie qui est légèrement surélevée sur la gauche, quand vous avez les serres derrière vous. Et en fait, le but à la base de ce Grand Canal était de relier, il avait été pensé comme ça par l'architecte, c'était de relier ce qui symbolisait la ville avec les grandes serres et symboliser la nature, et ce qui reliait à la Seine, et donc la Seine qui symbolisait la nature.
Par rapport au projet d'origine, le Grand Canal a évolué. À l'époque, c'était un canal uniquement d'eau. Maintenant, c'est un mélange d'eau et de plantes pour favoriser la biodiversité et qui correspond plus à ce que nous faisons à l'heure actuelle dans les grandes villes. Il y a moins de grands parterres d'eau et c'est en général de l'eau et des plantes aquatiques. Voilà. Il a ouvert juste avant les JO. Juste avant. Le parc Brassens, alors il n'est pas à côté de ce quartier, mais je pense que c'est important d'en parler. Ça fait un peu plus d'1 an que les travaux sont terminés. Là aussi, c'est un parc qui était extrêmement minéral. Donc le but était de végétaliser. Je ne sais pas si certaines personnes sont allées s'y promener. Les travaux ont duré extrêmement longtemps. On ne va pas revenir dessus, mais tout simplement parce qu'il y a eu le Covid. Arrêter un chantier pendant 2 mois et demi, 3 mois, ce n'est pas 2 mois ou 3 mois et demi de retard qu'on prend. Il faut remettre toute la machine en route. Et puis, quand il y a des chantiers comme ça, il y a toujours des problèmes de dernière minute qui finalement rajoutent 6 mois, 8 mois, le bassin fuit, enfin voilà. Donc voilà, en tout cas, on a de très beaux espaces verts de manière générale sur le 15e arrondissement. En ce qui concerne votre quartier, le quartier Cambronne-Garibaldi, alors nous avons mis le square Garibaldi dans le quartier Cambronne-Garibaldi, on a un petit peu menti, mais on l'a quand même mis dans ce quartier-là. Le square Garibaldi est côté duplex Maude Piquet, il est de l'autre côté de l'avenue, mais il est vraiment frontalier. Pour résumer un petit peu d'histoire, donc il porte son nom, le nom vient de Giuseppe Garibaldi, qui est né à Nice, l'un des pères de la patrie italienne. Il a été créé en 1881. Il est le pendant du square Cambronne, qui se trouve de l'autre côté de l'avenue. Et c'est donc un monument. Il y a donc un monument à la gloire de Garibaldi. Le monument, lui, a été inauguré en 1907. Il a été offert par la Ligue franco-italienne. Et il y a donc une statue de marbre. Et sur le socle, on voit un médaillon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. L'image n'est peut-être pas de très bonne qualité. Où vous avez les 2 fils de Garibaldi qui sont représentés. Voilà. Pourquoi on a inséré sur cette présentation le square Garibaldi, au-delà d'être frontalier, c'est qu'il a été réaménagé plus exactement en 2023. Donc rénovation de l'aire de jeu, maintien d'un bac à sable, ce qui est de plus en plus rare à Paris. Les bacs à sable, en général, ont tendance, pour plusieurs raisons, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus hygiénique, mais donc, et surtout, comme on change régulièrement le sable et c'est un vrai coût. Donc voilà, là il a quand même été maintenu, le sable est changé régulièrement, des analyses sont faites, le sable est propre. Voilà. Mais c'est vrai que dans beaucoup de squares, les bacs à sable disparaissent. Une zone de fitness a été créée pour les plus sportifs d'entre vous, avec 5 appareils. Et il y a eu une rénovation des sols et mise en accessibilité du square. Vous l'avez certainement aussi constaté, rénovation totale des clôtures qui entourent le square. C'est là aussi plutôt rare à Paris de refaire totalement les grilles parce que évidemment les grilles ça coûte excessivement cher et la ville de Paris a toujours refaire les grilles, au-delà du prix, c'est des mois et des mois de négociations, de fabrique. Voilà. Donc, le square Garibaldi a pu néanmoins bénéficier de nouvelles clôtures qui s'inspirent évidemment des anciennes clôtures, mais qui sont plus modernes. Et il y a eu des travaux d'amélioration des petites grillettes à l'intérieur du square. Donc là, qui sont moins lourdes que les grilles extérieures, en fait, qui délimitent les aires de jeu de manière à ce que les enfants ne s'éloignent pas trop. Voilà. Je vous propose qu'on regarde un petit peu tous les espaces verts. Donc, je parlais du square Garibaldi qui était le pendant du square Cambronne. Donc, le square Cambronne, lui, il est bien dans le conseil de quartier Cambronne-Garibaldi. Il porte son nom du général d'Empire qui était connu pour une certaine réplique. Il y a eu là aussi des travaux.
Par politesse, je ne dirai pas la fameuse réplique, mais il y a eu une dépollution de la terre en 2020 suite à l'incendie de Notre-Dame. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que suite à l'incendie de Notre-Dame, il y avait des espaces verts dont le sol était pollué par le plomb qui se trouvait dans la toiture de Notre-Dame. Voilà. Et même si le square Cambronne n'est pas à côté du tout de Notre-Dame, il était affecté, contrairement à certains espaces verts qui sont parfois plus proches de Notre-Dame mais qui n'avaient pas été touchés. Il y a eu une reprise des allées et il y a eu là aussi des mises aux normes PMR, donc personnes à mobilité réduite, et notamment pour la fontaine qui se trouve dans le square. Et vous avez peut-être pu d'ailleurs constater que du coup, il y a moins de mares autour de la fontaine où il y avait des trous et de l'eau stagnante autour de cette fontaine. Voilà. Il y a un autre espace vert qui est un petit peu plus loin, qui s'appelle le square de l'Oiseau lunaire, donc rue Blomet, créé en 1969, qui se trouve là où a vécu le peintre surréaliste Miro. Et d'ailleurs, il porte son nom, square de l'Oiseau lunaire, du nom d'une œuvre de Miro qui se trouve en plein milieu de ce square. Là aussi, il y a une remise aux normes de la fontaine en 2020, réfection des allées en 2020 et végétalisation du mur du mur aveugle au square de l'Oiseau lunaire grâce au budget participatif. C'est un square qui est très minéral. C'est à titre personnel, je dirais, un petit défaut. C'est vrai peut-être qu'il y a eu... Ça serait bien qu'ils soient un peu plus végétalisés par la suite, mais c'est vrai que chacun y voit différentes choses. Vous avez les pelouses de l'avenue de Breteuil, donc, que vous connaissez tous, avec cette perspective sur les Invalides. Petite particularité, les pelouses Breteuil sont dans le 15e arrondissement. Petite particularité, ce n'est pas la DEV du 15e qui gère ces pelouses, mais la DEV du 7e arrondissement, pour une raison qui fait sens, c'est essayer d'avoir étant donné la perspective, essayer d'avoir une certaine uniformité entre la partie 15e et 7e arrondissement. À titre personnel, ça ne me dérangera pas si c'était le 15e qui gérait toutes les pelouses plutôt que la partie 7e arrondissement. Mais voilà, je pense qu'il y a une très belle perspective. Il y a 2 aires de jeu qui vont être unies, enfin qui vont être assemblées, prévues pour le printemps 2025. J'avais une réunion hier soir. La date, pour le moment, est bien maintenue sur printemps. On est plutôt sur fin du printemps 2025. Voilà. Là, vous avez une vue aérienne, notamment avec les jeux. Donc, que vous puissiez un petit peu voir ce que ça va donner. Voilà. Les jeux les plus hauts, évidemment, ne sont pas en plein milieu, de manière à ne pas casser la perspective du dôme des Invalides, mais comme on peut voir sur cette image, seront sur le côté gauche lorsque l'on regarde les Invalides au loin. Allez-y. Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais je ne comprends pas bien comment les 2 aires de jeu vont être réunies. Vous parlez des aires de jeu successives qui, quand on va du métro Sèvres-le-Courbe jusqu'à la statue de Pasteur, il y a une première aire de jeu et une deuxième. Est-ce que c'est ces 2-là qui vont être réunis ou vous parlez uniquement de l'aire de jeu qui est en ce moment en travaux avec des barrières et qui sert un peu de dépotoir d'ailleurs, entre parenthèses? Est-ce que vous parlez uniquement de celle-là? C'est celle-là. Ah d'accord, ok. Voilà. Parce que ça faisait en fait 2 petits... Oui, 2. En fait, ça faisait deux petits endroits, en fait. Donc, elle est réunie pour en faire une seule. Elle était coupée au milieu, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Non, bon, d'accord. Il y a un autre espace vert qui n'est pas géré directement par... alors, attendez. Hop. Un autre espace vert qui n'est pas géré directement par la DEV, mais je trouvais assez intéressant d'en parler. J'ai encore une question. Oui, pardon, allez-y.
En ce qui concerne les pelouses de Breteuil, elles sont effectivement en ce moment en repos hivernal. Et j'avais demandé si on pouvait, étant donné qu'il y a une aire de jeu qui est indisponible jusqu'au printemps 2025, j'avais demandé si on ne pouvait pas ouvrir une pelouse pour que les enfants puissent en disposer et jouer un peu, étant donné qu'il y avait moins d'aires de jeu. Alors Valérie Giovannucci m'a fait suivre votre demande. Elle est à l'étude, parce qu'il faut quand même se reposer, enfin que la pelouse se repose. Mais comment ? mais voilà, donc enfin c'est à l'étude, j'attends la réponse, j'ai relancé là récemment, je n'ai pas eu la réponse. Voilà, Valérie m'a bien fait suivre votre demande et je relancerai. Voilà. En fonction, je ne peux pas vous le promettre, tout dépend de l'avancée du repos de la pelouse. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien pris en compte. Comment ? Excusez-moi. Alors, pelouse Breteuil, on regarde justement comme elles sont au repos, on regarde s'il y en a une. Tout dépendra justement de laquelle s'est reposé, entre guillemets, le plus rapidement. Enfin, oui, on parle des pelouses Breteuil. Donc, s'il y en a une, effectivement, qui le permet, pourquoi pas ? Au contraire, évidemment. Alors, les moutons, je ne suis pas allé côté 7e depuis un certain temps, mais ils étaient côté 7e. Les moutons étaient côté 7e. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà, un autre espace vert qui n'est pas géré par la DEV, mais je trouvais ça intéressant d'en parler quand même. Donc, qui se trouve sur le campus Necker. Donc, c'est un espace sur dalle et une zone en pleine terre qui se trouve donc sur le campus Necker. L'installation a commencé en 2023. Il y a en tout près de 2000 m² d'espace vert en comptant la partie sur dalle et la partie en pleine terre. Et en fait, il me manque une partie, mais en fait, c'est dans le cadre de l'appel à projet pariculture saison, il y a une erreur de frappe, saison 4. Cet espace a été attribué aux invasifs. Et en fait, le projet était de pouvoir cultiver des produits, des variétés comestibles sans produits chimiques ni pesticides, ainsi que des fleurs coupées. Et ceci est proposé à la vente aux étudiants, au personnel du campus, au personnel hospitalier, aux habitants du quartier et aux restaurateurs. Voilà. Donc vous ne le voyez pas depuis l'extérieur, mais vous pouvez y avoir accès, évidemment. Voilà, donc tout à fait. Donc depuis installation en 2023 et près de 2000 m² au total. Et j'ai oublié de préciser qu'il y avait des petites jardinières aussi, en plus, que l'on voit d'ailleurs sur cette photo. Voilà. Alors attendez, si vous voulez poser des questions, on va tout de suite vous donner la parole. Mais juste attendez, j'ai juste un petit complément. Oui. Est-ce que tu as fini ? Oui, tout ouais. Alors juste sur le campus, le jardin du campus Necker, je voulais simplement vous dire qu'ils font de nombreux ateliers et animations tout au long de l'année sur les thématiques de l'alimentation durable, du recyclage et de l'économie circulaire et du jardinage bien sûr, et que le site est composé donc de 3 espaces principaux, l'esplanade potagère que tu as montré, l'esplanade potagère, un potager perpétuel composé de cultures, et la cour aromatique, association de cultures aromatiques et médicinales bénéfiques et variées. Et dans la partie pleine terre, il y a à la fois des fleurs coupées, et c'est pour ça que j'ai repris la parole, ainsi qu'un véritable verger en plein cœur, composé de pommiers à cidre. Voilà, c'est juste un petit compliment sur le jardin campus partagé. Je vais vous laisser la parole, madame, dans 30 secondes. Est-ce que tu avais terminé ? J'ai terminé la présentation des... Alors, comme je vous ai dit, il y a un certain nombre de parcs et jardins dans le 15e. J'ai parlé de ceux du quartier et j'ai parlé de quelques-uns qui étaient importants dans le 15e arrondissement, mais je n'ai pas présenté évidemment tous ceux du 15e, mais il y en a plein d'autres. Voilà.
Merci beaucoup pour ta présentation. Maintenant, madame, vous avez levé la main, si vous pouviez bien lui donner le micro, s'il vous plaît, Oui, pour qu'elle puisse intervenir. Vous l'avez. Voilà. Très bien, allez-y. Oui, c'est une question vraiment très technique. Je voulais savoir comment on accède au campus Necker. Est-ce que c'est par la rue de Vaugirard et derrière l'université, ou bien est-ce que ça peut aller jusqu'à l'hôpital et on ressort par la rue de Sèvres? Par la rue de Sèvres, hein, ouais, par la rue de Sèvres. Par la rue de Sèvres. Tout à fait, vous pouvez y Par la avoir rue de accès Sèvres. par la rue de Sèvres. Ouais, en fait, on ne peut plus traverser, en fait. Donc, c'est par la rue de Sèvres. On peut pas traverser, mais on rentre vers ce jardin. Oui, pardon. Excusez-moi, bonjour et désolé de mon retard. On rentre, quand on est allé l'inaugurer avec Monsieur le maire et l'adjointe Audrey Pulvar et vous, on est rentré par la rue de Sèvres. Oui, c'est ça. C'est ça, ce que je dis. Par la rue de Vaugirard, pardon. T'es passé de l'autre côté, par la rue de Vaugirard. D'accord. Dans la rue de Vaugirard, il y a une entrée qui est un peu après l'impasse. Oui, la porte métallique. Là. Et dans lequel on peut. Et c'est par là qu'on accède à ce jardin, mais qui est un jardin. Alors peut-être c'était pas l'inauguration, mais de toute façon, c'est un jardin qui n'est pas. Qui est accessible seulement à certains horaires et seulement pour les activités que vous avez évoquées. Et je crois qu'ils font une vente aussi le jeudi ou des choses comme ça. C'est assez confidentiel. C'est surtout pour l'hôpital, quoi. Oui, c'est pour l'hôpital, mais ils ouvrent quand même aux vente riverains. aux habitants du quartier, vente aux habitants du quartier et aux restaurateurs. De toute façon, sur leur site, sur Internet, vous avez 2 numéros de portable. Donc du coup, je pense que vous pouvez les joindre pour des compléments d'information sur le moment où ils peuvent vous recevoir. Mais c'est ouvert aussi aux habitants du quartier. Effectivement, c'était très à destination de l'hôpital Necker et des patients, mais c'est ouvert aussi aux riverains du quartier. Voilà. Excusez-moi. Une autre, allez-y. Oui. Bonjour. Je voudrais poser une question sur Cambronne-Garibaldi. Oui. En fait, sur les allées ombragées, il y a, enfin les. Le Vendal. Oui, et au sol, le sol, les plantations sont pas du tout protégées des chiens, et du coup, il y a un tiers des espaces qui sont détruits régulièrement, et du coup, alors, est-ce qu'il serait pas possible de mettre des grillages comme les mêmes que ceux qui sont dans le jardin Garibaldi. Dans le jardin Garibaldi, il y a à l'intérieur, dans la zone de sport, il y a des grillages qui protègent les plantations de 67 cm, de 70 cm, alors que dans l'allée ombragée, c'est 5 cm. Alors qu'il y en a un vrai besoin. Il y en a un vrai besoin dans les allées ombragées pour les chiens, alors que dans l'espace de sport, je veux dire, les sportifs, ils n'allaient pas aller dans les plantes. Donc ça c'est une question. Après, dans la partie Cambronne, qui est un jardin autorisé aux chiens, il y a la même problématique, c'est-à-dire que si on met des autorisations pour faire un jardin aux chiens, il faudrait que l'organisation du jardin soit faite en conséquence. Alors je sais qu'il y a une réflexion pour savoir si ce jardin restera canin ou pas, mais si jamais il restait canin, il faudrait vraiment l'aménager pour que les plantes elles puissent survivre. Alors, sur votre première question, effectivement, moi, je ne vois pas de contre-indication. Il faudrait que je vois avec la DEV d'un point de vue étude ce qui peut être fait. Et juste sur le square Cambronne et les chiens, vous dire que ce n'est pas, j'insiste là-dessus, parce que dans ma délégation, j'ai aussi la condition animale. Je suis un défenseur des chiens. On a ouvert des caniparks dans le 15e. En revanche, le square Cambronne n'est pas un canipark, dans le sens où normalement, je sais que certains habitants ne respectent pas la règle, voilà, mais j'insiste bien dessus, les chiens sont autorisés, mais tenus en laisse dans le square. Dans la réalité, il y a un tiers à 50% des chiens qui sont en liberté, et il y a des chiens importants. Je sais, et il y a eu des opérations de verbalisation, sans rentrer dans le détail, parce que ça fera peut-être d'ailleurs dans quelques mois l'objet d'un prochain conseil de quartier. On réfléchit à un espace canin dans le quartier de manière à soulager le square Cambronne, qui, encore une fois, n'est pas prévu pour être un canipark avec des chiens lâchés. Donc voilà, donc il y a eu des opérations juste pour s'adapter à la réalité, si jamais ça n'était pas le cas, il faut adapter le jardin pour
pour que les espaces verts survivent. Tout à fait. Mais le but, ça sera même qu'il y ait un canipark, pas dans le Square Cambronne, mais dans le quartier, de manière à... Et peut-être que là, on verra ce qu'on fait du Square Cambronne. Peut-être plus de chiens tenus en laisse non plus. On verra. S'il y a un canipark à 100 ou 200 mètres... Oui, ce serait bien. Surtout qu'il y a l'espace de la place de Fontenoy, qui est parfait pour ça, où les chiens sont en liberté et très heureux. Alors, il y a une très belle photo du lion, mais je ne sais pas si vous y êtes passé récemment. Il n'est pas en très bon état, le lion. Il ruisselle de rouille. Actuellement, la photo est ancienne. Et Là, je vous confirme que la photo est ancienne. Et je l'ai remarqué, ça fait partie des demandes... entretenir tout ce qui est statut, c'est un coût évidemment, mais ça fait partie des demandes que j'ai dans les tuyaux de manière. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un symbole du quartier. C'est évidemment ce qui symbolise le mieux ce jardin. Donc, ça fait partie de mes demandes que j'ai dans les tuyaux. Donc, je suis très content que vous l'ayez souligné. Voilà. Merci beaucoup. Et si jamais c'est possible, on avait fait au niveau du conseil de quartier. Un petit parcours déjà sur cette zone. C'est vrai que moi, je me pose la question de savoir comment sont conçus artistiquement les jardins, c'est-à-dire qui décide de la ligne, quel type de volume on met à quel endroit. Vous voyez, est-ce qu'on essaie de protéger, par exemple, les gens qui sont à l'intérieur du jardin des espaces voitures, avec un un écran visuel fait par les plantes. Et visiblement, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des parties des jardins où c'est possible, où c'est fait, mais il y a des parties où on n'a pas d'écran visuel. Alors, avant le réaménagement, dans la version précédente, moi j'habite dans le quartier depuis longtemps, il y avait plus de haies, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il faut reprendre des haies qui sont peut-être plus dans la biodiversité, etc. Mais c'est juste de l'écran visuel pour s'isoler des voitures et faire un havre de paix, en fait. Ouais. Et quelqu'un a dit, j'ai entendu, effectivement, ça fait aussi une isolation sonore. Effectivement, vous m'en avez parlé au début, avant la réunion. Et comme je disais, moi, je suis totalement ouvert à l'idée d'aller ensemble avec ceux qui le souhaitent pour voir ce qui peut être fait et en accord effectivement avec la DEV, direction des espaces verts en fonction des réalités. C'est ce que je vous expliquais, il y a des endroits où on peut mettre un certain type de végétalisation et puis des endroits où le manque de lumière fait que. Oui, bien sûr. Donc juste aucun problème pour aller regarder ça ensemble un jour. Merci beaucoup. Justement, à ce propos, je voudrais savoir quelle est la règle qui prévaut quand on abat un arbre, parce qu'il me semble qu'il y avait un très bel arbre, très grand et certainement très vieux, dans le Square Cambronne, qui a été abattu peut-être il y a 2 ans à peu près, et qui faisait écran aussi, qui procurait de l'ombre, enfin, etc., toutes les qualités d'un arbre. Et je voudrais savoir comment il est remplacé, et à quel moment il est remplacé. Et là, il n'a pas l'air d'être remplacé. Il n'a pas été remplacé, ils ont mis des petites plantes grandes comme ça. Et le sol est argileux. Ouais. Et rien. Il y a souvent de l'eau, donc il y a une flaque d'eau. Ouais, déjà sur l'abattage, première étape, l'abattage à proprement parler. En fait, on reçoit régulièrement des listes d'arbres ou très malades ou qui présentent un danger un danger immédiat pour les personnes qui pourraient être amenées à se promener dans le périmètre. Donc ça a été... l'accord n'est donné que lorsque... Et ça a été... Philippe Goujon a bien insisté là-dessus lorsque j'ai eu cette délégation des espaces verts. L'autorisation n'est donnée que si un arbre, il n'y a plus de chance de le sauver, voilà, ou s'il y a un danger immédiat. On n'abat pas des arbres... pour le plaisir. Et d'ailleurs, idem sur les chantiers, Philippe Goujon demande systématiquement que ce ne soit pas les arbres qui s'adaptent aux chantiers, mais les chantiers qui s'adaptent. Il est hors de question d'avoir des arbres abattus pour un chantier quel qu'il soit. Maintenant, tous les chantiers ne dépendent pas de la mairie du 15e, donc on ne peut pas toujours choisir, mais en tout cas, nous, quand ça dépend de nous, ça c'est clair, c'est le chantier qui s'adapte aux arbres et pas l'inverse. Et en ce qui concerne cet arbre-là, alors malheureusement, il y a certaines années, on en abat un peu plus que d'autres. Je n'ai pas en tête le pourquoi du comment il n'a pas été remplacé, alors par un arbre plus grand, il était très grand, donc c'est quand même compliqué, il faut qu'il bouge, mais au moins par un arbre
Déjà d'une certaine taille, parce que les arbustes, c'est sûr que le bilan n'est pas du tout le même entre des petits arbres et un grand arbre d'un point de vue écologie. Cet arbre qui était majestueux, il structurait le jardin. C'était l'un aussi des symboles. Au niveau du paysage, il était très important, et là, il n'y a plus rien. Et le jardin a un peu perdu son âme aussi avec la perte de cet arbre. Je vais relancer pour voir ce qui peut être fait. Pas de problème. Oui, je pense aussi qu'il y a des rues dans le 15e qui aimeraient avoir un peu de verdure. Je pense à la rue des Volontaires, avec plusieurs établissements scolaires et une rue qui est très laide et des murs qui sont blancs, qui sont sales. Il y avait le long du mur du collège Georges Duhamel des plantes vertes et c'était très joli. Or, je crois que le chef d'établissement à l'époque avait demandé, il avait peur que des gens s'en servent pour franchir et passer de l'autre côté et pénétrer dans le collège. Donc, il a demandé qu'on enlève cette verdure. Alors, de nouveau, le mur très sale est apparu. Je pense qu'il faudrait peut-être, parce que vraiment, je vois tous ces jeunes qui sortent des établissements scolaires et cette rue est sale. Elle est quand même très fréquentée puisqu'il y a le métro Volontaire d'un côté et la rue Lecourbe de l'autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de replanter, ça coûte pas cher, hein, de replanter de la verdure pour que ces murs soient plus agréables? Alors, je vais vous dire très franchement, moi, plus on met de verdure, plus je suis content. Donc, je veux bien regarder ce qui peut être fait, effectivement, rue des Volontaires. Maintenant, il faut savoir que planter des arbres, on essaie d'en planter partout où on peut. Néanmoins, il y a le sous-sol. Alors, la rue des Volontaires, là, je ne sais pas si le sous-sol le permet ou pas, particulièrement sur cette rue, mais je veux bien regarder. Et en ce qui concerne l'intrusion, je veux bien aussi me pencher sur le dossier. Mais s'il y avait une crainte d'intrusion dans l'établissement parce que ça permettait à des gens de rentrer... Ça ne permettait pas, c'est pas possible. Des plantes aussi fragiles n'auraient pas résisté. Ouais, c'était pas possible. Je veux bien regarder, moi, plus on verdit. Tu avais une remarque par rapport à ça? Et puis, effectivement, Mathieu Luineau me disait qu'il y avait un problème, c'est que l'urine de nos amis à quatre pattes posait un problème et détruisait ces plantes. Donc voilà. Et après, mettre des plantes plus grosses qui pourraient aider à une intrusion dans du hamel, il y a d'autres... sans tomber dans l'ultra sécurité. Il y a d'autres écoles aussi. Il y a une école primaire au-dessus. Il y a une école... maternelle aussi. Oui, mais il y a la place. Je veux bien qu'on regarde, mais il y a quand même, faut qu'on regarde plus précisément. Des petites plantes vertes qui grimpent le long des murs, quoi. Oui. Alors après, les plantes, encore une fois, qui grimpent le long d'établissements scolaires, il y a des règles quand même de sécurité à avoir. Mais je veux bien regarder avec vous. Moi, encore une fois, tout ce qui est possible de faire pour végétaliser, je suis preneur. Il était prévu une fontaine, place Dreyfus, lors d'une marche exploratoire avec M. Goujon. Il nous avait annoncé la fontaine. Or, je n'ai toujours pas vu la fontaine et il devait y avoir des brumisateurs aussi. Il n'y a toujours pas ni brumisateur, ni... Bon. D'autre part... non, ah oui, vous parlez du parc Citroën qui a le grand canal avec des plantes en même temps. Est-ce que ce sera des radeaux végétalisés ou est-ce que c'est des plantes qui sont autour? Aquatiques. Alors non, il y a. Alors, vous y êtes allé ou pas encore Non, là j'ai pas vu. D'accord. Donc en fait, vous pouvez passer au-dessus du grand canal. Il y a des passerelles qui permettent d'observer la biodiversité, de voir les plantes de plus près. Il y a des plantes qui sont plantées en pleine terre sur les côtés, mais il y a aussi des plantes aquatiques. Ah oui, d'accord. Donc il y a les deux. Mais ce n'est pas des radeaux végétalisés
qui permettrait de nettoyer le canal en même temps. Alors certaines plantes si, alors certaines plantes permettent de nettoyer l'eau. Bon, voilà. Merci. Mais il y a les deux types de plantes, plantes aquatiques et plantes en terre. Et quant à la fontaine, eh bien, écoutez, là, ça fait longtemps cette visite que vous avez faite avec Philippe Goujon. Reprenez le micro, s'il vous plaît. Comment ? Au début du PLU. Au début du PLU. Ah oui, mais à quelle date ? Oui, la deuxième partie. Le plan... Bon, écoutez, je reposerai la question sur cette fontaine. Parce qu'il n'y a toujours pas de fontaine. D'accord. Je vous confirme qu'il y en a C'est toujours dommage pas. parce qu'il y a des arbres qui ont été mis en plus, ça, c'est bien. Mais il n'y a toujours pas la fontaine. D'accord, très bien. Bon, on va se renseigner. Mais une fontaine, ça coûte extrêmement cher. Donc c'est peut-être la raison, je ne sais pas. Une autre question ? Il y avait une dame au fond, J'ai vu une dame au fond. Voilà. Je voulais juste rebondir sur les propos de la dame qui a posé une question avant pour vous suggérer aussi la végétalisation de la rue Blomet, puisque il y a beaucoup d'enfants qui passent. Et donc elle parlait de la rue des volontaires, mais il y a aussi de la place sur la rue perpendiculaire. On pourrait mettre plein d'arbres si on enlevait les voitures. Alors sur la partie trottoir existante, les trottoirs sont quand même particulièrement petits. Il y a déjà plus de place pour les 3000 familles qui passent tous les matins en l'espace de 15 minutes. Sur le fait de retirer les voitures, c'est pas ma délégation. Néanmoins, vous parliez justement des familles. On va peut-être pas entamer le débat de la voiture ce soir à Paris, mais il y a aussi une réalité, c'est que des fois, pour venir chercher les enfants, ça peut être plus simple quand on a une famille. Enfin, c'est pas l'objet du débat de ce soir, mais on ne peut pas supprimer non plus toutes les places. Une autre question ? Oui, j'aurais une question pour... c'est peut-être pas de votre ressort, mais quand a été décidée la politique d'aménagement au pied des arbres, vous voyez, qui est un peu... que je trouve formidable, mais qui a un point faible à mon sens, c'est qu'elle est hétéroclite, dans le sens, surtout au niveau des entourages. Alors, il y a des gens qui mettent leurs plantes vertes grasses, c'est un peu bizarre. On se retrouve dans des allées majestueuses. Je parle de l'avenue de Suffren, par exemple, qui est quand même une allée. On est devant l'UNESCO et on se retrouve avec des carreaux de plâtre blancs, opaques, au pied des arbres. Vous voyez, ce que je ne comprends pas, c'est quand on a décidé de cette politique qui est vertueuse quelque part pour augmenter la végétalisation, je comprends bien, mais on n'a pas pensé aux effets visuels de la ville de Paris, qui est quand même une ville qui a quand même... dans ses allées une certaine tenue, et qu'on a des rondins de bois, du carreau de plâtre, on a un peu n'importe quoi en entourage, vous voyez, des pieds d'arbres. Et il n'y a pas d'unification, il n'y a pas... La ville de Paris ne pourrait pas donner un entourage unique aux gens qui souhaitent aménager les arbres, enfin, je ne sais pas, qu'il y ait une sorte d'unité, qu'on ait l'impression d'être dans une ville un peu organisée. Alors déjà, la politique des pieds d'arbres a changé, c'est-à-dire que maintenant, il y a une demande qui doit être faite. Après ça, un pied d'arbre est attribué à un riverain. On regarde en fonction de la demande. Et effectivement, si déjà ça a évolué, si le pied d'arbre n'est pas du tout entretenu, après plusieurs avertissements, le permis peut être retiré, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc voilà. En ce qui concerne l'uniformité... On a mis à peu près 1 an à faire disparaître, avenue de Suffren, un amas de caisses qui était devant l'UNESCO, mais ça a mis une éternité avant que le permis soit retiré. Après, oui, l'UNESCO c'est le 7e, mais c'est la même règle pour tout Paris. Après, les demandes de pieds d'arbre ne sont pas toutes faites en même temps. Un habitant peut faire une demande de pied d'arbre en bas de chez lui en 2022. Un autre riverain peut faire pour l'arbre d'à côté en 2024. Donc il n'y a pas forcément les mêmes matières. Oui, mais j'entends ce que vous dites. Il y en a vraiment qui sont extrêmement laids, et c'est l'espace public. L'espace public, ça nous appartient à tous. Je veux dire, la ville est quand même en charge. Alors c'est pour ça que maintenant certains permis sont retirés quand c'est pas du tout entretenu, effectivement. Il y en a qui sont entretenus, mais qui sont vraiment épouvantables, quoi. Oui, alors je l'entends, j'en ai 1 ou 2 en tête. Maintenant, c'est les
goût de chacun. Si certains mettent comme ça, c'est que ça leur plaît. Mais c'est un débat théorique. Est-ce que les goûts de chacun doivent être dans l'espace public? Vous voyez, parce qu'à ce moment-là, normalement, l'espace public, c'est pas conçu pour avoir les goûts de chacun individuels. Enfin, Après, c'est un débat plus large, hein, je m'en excuse. Ça partait certainement de la volonté, justement, que chacun ait son petit bout et de végétaliser, et peut-être d'être créatif. Ça partait d'un sentiment qui était assez sympathique, finalement. Moi, je rejoins ce que vient d'être dit par la dame. Moi, ça fait 10 ans que j'ai quitté Paris. Et là, je reviens. Je viens d'une ville en Espagne qui, vraiment, c'est deux mondes différents. Je ne retrouve pas mon Paris d'avant. Donc, effectivement, je pense qu'il faudrait soit limiter le nombre de licences ou soit arrêter. Parce que si les gens veulent faire des potagers, entretenir un bout d'espace public, il y a des espaces comme vous venez de nous montrer à l'hôpital Necker. C'est très bien. Là, vous faites des potagers, des herbes aromatisées, etc. etc. Mais il faut maintenant un certain ordre, comme on a connu avant Paris. Les gens, ils vont vouloir le faire, mais on est tous des Parisiens, on part en week-end, on part en vacances, et ça pourrit, etc. Donc ça, dans le haut du 15e, je ne reconnais plus du tout la partie Breteuil, enfin le bout du 15e, c'est horrible. Je n'ose même pas imaginer le sud du 15e. Alors, sur la partie Breteuil, si je puis me permettre, il y a une association qui s'appelle les Jardins de Breteuil et qui a fait des pieds d'arbres, je ne sais pas si vous êtes promenés sur les pelouses de Breteuil, qui sont absolument magnifiques. Oui, là, on n'a rien à reprocher, au contraire. Mais ça détruit le look, en fait, l'harmonisation. Ça n'a rien détruit du tout, c'était plutôt joli, moi, je trouve. Donc, oui, non, mais ça peut être très joli, mais ça dénature ce qu'on a connu dans les parcs Avenue de Breteuil. Et c'est pas ce que cherchent les touristes. Hein. Pour rebondir ils sur la cherchent une question, certaine harmonie. Je rebondis un instant sur la question des pieds d'arbres. Et puis plus globalement, alors, on sera peut-être pas d'accord, hein, mais on n'est pas tous d'accord dans cette salle, mais que ça évolue, moi je m'en satisfais, parce qu'il faut débitumer et le plus possible la ville. On le sait, il y a eu un plan climat qui a été voté la semaine dernière au Conseil de Paris. Après, il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites d'abord, on a ouvert la possibilité qui est effectivement, et les gens s'en sont emparés. On s'est confronté à une réalité, c'est que certains jouaient le jeu complètement bien, d'autres moins bien. Après, il y a la question de ce que certains appellent les herbes folles. Pour moi, les herbes folles, c'est positif. C'est-à-dire que, mais on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais c'est-à-dire que pour moi, les herbes folles ne le sont pas, quoi. C'est-à-dire que pour moi, que la nature reprenne ses droits dans la ville, c'est une chose positive. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser des vieilles cagettes et des vieux bouts de... Si c'est ça... Alors, il y a eu une hiérarchisation. Il se trouve que moi j'ai assisté en commission à une présentation sur le Conseil de Paris complète sur la politique des pieds d'arbres, qui a été complètement repris en main, que j'ai dans mon ordinateur, mais je ne suis pas venu pour ça. Mais parce qu'il y a les pieds d'arbres, disons, qui sont donnés en permis de végétaliser, et puis il y a eu toutes les expériences qui ont été faites et une certaine norme sur les pieds d'arbres de manière générale. Avec il y a des choses qui ont été décriées parfois, c'est-à-dire qu'il y a les grilles haussmanniennes, mais il y a aussi beaucoup de choses où on enlève les grilles, ou bien où on fait dans certaines rues, il y en a plusieurs dans le 15e dans ce cas-là, où on fait des continuités sur le trottoir qui relient plusieurs pieds d'arbres avec juste une petite lyre métallique. Et ça, c'est des choses qui se sont petit à petit hiérarchisées. Et il y a une politique de la ville qui a été... il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites, certaines heureuses, certaines moins heureuses, je le confesse. Et donc, il y a vraiment eu un travail des services qui nous a été présenté à tous les conseils de Paris, de tous bords, en commission, et qui vise à hiérarchiser, justement, et à ce qui est des choses pensées et harmonisées, mais qui ne seront pas ce qui existait avant. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne fait plus ce qui existait avant, où chaque arbre était entouré d'une petite grille avec du bitume entre les arbres. L'idée, c'est que le plan climat, il vise à désimperméabiliser 40% de la surface. Donc, il va falloir qu'on trouve... Et le PLU vise à ce qu'il y ait 300 hectares de nouvelles végétalisations qui soient trouvées. Il faut le faire intelligemment. Donc, et après, il faut le faire en respect des arbres.
C'est-à-dire, et ça c'est une science que je n'ai pas, hein, donc je ne crânerai pas là-dessus, mais c'est pour ça qu'il y a eu des résines qui ont été mises à certains endroits. À certains endroits, c'est les grilles, à certains endroits, enfin voilà, des résines qui sont poreuses et qui permettent de désimperméabiliser. Enfin voilà, donc il y a quand même un travail, je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'il y a un travail qui a été fait par les services, justement pour aller vers... Et je peux sans doute donner des informations, si vous voulez me voir à la fin, à ceux qui veulent creuser la question, qui visent à justement avoir une politique raisonnée, disons, selon le type d'arbre, selon la rue, pour à la fois désimperméabiliser, revégétaliser, mais en même temps qu'il y ait une certaine harmonie. Je crois que notre remarque, on comprend tout à fait, mais c'est que maintenant ce ne soit pas comme avant, on le comprend tout à fait. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une vision artistique. Et ça, le problème, c'est que les paysagistes, je ne suis pas sûre, vous voyez ce que je veux dire, qu'on garde, Paris a une vision artistique, qu'elle soit celle de maintenant, c'est bien, mais on a quand même l'impression que parfois, je veux dire, les aménagements de briques et de broc dans tous les sens, souvent, il manque un petit peu peut-être des paysagistes. On a de grands paysagistes en France. On a l'impression que parfois, vous parlez beaucoup de technique et pas toujours vous voyez, d'aspect Si, mais c'est assez subjectif aussi. Il y a, par exemple, si je prends le boulevard de Vaugirard ou le boulevard Pasteur, certains décrient ce qui a été mis. On peut le décrier ou pas. Au pied des arbres, par exemple, on met une végétation qui est beaucoup plus fournie, qui est beaucoup plus bordélique, si on peut dire. Moi, je trouve que ça me plaît. Oui. À certains, ça ne va pas leur plaire et ils préféreraient qu'il y ait des petites primes vertes. Enfin, je veux dire, donc tout ça est quand même subjectif. Et puis, à certains endroits, on a des massifs beaucoup plus... donc, une vision artistique, oui, mais il faut aussi que c'est subjectif, forcément. Donc... il n'y a pas à partir du moment où il y a une vision, déjà, c'est bien. On peut la critiquer, mais au moins, c'était le but de mon propos, c'est de dire qu'il y a quand même un effort qui est fait par les services pour qu'il y ait une pensée, quelque chose de beaucoup plus harmonisé, et que les expérimentations qui ont été faites il y a 5-6 ans, où on lançait les choses, maintenant sont un peu plus repris en main. Voilà. Bien. Une autre question ? Pardon. Madame. Je trouve qu'il y a une partie de la rue Cambronne côté Père qui n'est pas claire parce qu'il y a double rangée d'arbres. Et comme il n'y a qu'un seul réverbère, on n'y voit pas assez le soir. Bon, ça, je vais le noter, le transmettre au service de la voirie. Alors, à ce moment-là. Alors dans ce cas-là, évidemment, ça concerne moins l'espace vert, c'est plus un problème de lumière, donc on va le transmettre. Non, rue Cambronne. Ça concerne effectivement moins les espaces verts à proprement parler. C'est plus la lumière. D'autres... Oui. Juste une petite question. Je voulais savoir s'il existait encore, comme ça existait apparemment il y a quelques années, des aides pour les copropriétés pour planter des arbres sur des îlots privés de la part de la mairie centrale ou de la mairie du 15e. Oui, tout à fait. Il y a des... on peut trouver ça effectivement sur Internet où on parlait, je ne vais pas les détailler là, mais effectivement, et notamment dans... Oui, Mathieu va en parler après. Voilà. C'est parfait, merci. Mais effectivement, je ne savais pas que tu en parlais. Plus d'autres questions sur les espaces verts ? Non, je ne crois pas. Merci beaucoup, Laurent Racapé, d'être intervenu ce soir. Merci. Nous avons parlé des espaces verts du 15e. N'hésitez pas. Et oui, je sais que tu seras donc disponible si jamais vous avez des questions en particulier à lui poser. Je vais repasser la parole à notre présidente. Et moi, je vais la passer à Mathieu Luineau, adjoint au maire, chargé de la démocratie participative et du budget participatif, qui va nous présenter les projets lauréats du budget participatif 2024 et le plan biodiversité. Alors, je peux peut-être commencer par la biodiversité, du coup, le plan de biodiversité, pour rester dans la continuité des sujets dont on vient de parler. Qu'est-ce que je fais pour mettre en plein écran Voilà, alors, sur la biodiversité à Paris, j'étais déjà venu dans ce conseil de quartier en novembre, je crois, 2023, pour parler donc, du plan biodiversité, sur lequel je vais revenir dans quelques instants, mais je crois que l'idée, c'était de revenir un petit peu sur les sujets biodiversité dans une ville comme Paris. C'est vrai que de prime abord, on n'y pense pas forcément au milieu urbain
à la biodiversité, on se dit que c'est plutôt limité aux communes rurales, mais en réalité, il y a énormément d'espèces à la fois végétales et animales dans une ville comme Paris. Je vous ai mis ici quelques rappels de chiffres pour voir un petit peu le panorama de différents types d'espèces. Alors, à la fois, vous voyez, on a quelques chiffres sur les plantes. On a plus de 637 espèces de plantes qui sont présentes en Île-de-France, qui sont observées dans une ville comme Paris. Plus de 1300 espèces animales. Alors, vous voyez ici un panel assez large, hein, mais il y a par exemple des insectes qui évidemment comptent pour beaucoup dans ce chiffre-là. Quelques reptiles, quelques mammifères, dont des espèces de chauves-souris qu'on retrouve notamment au niveau de la petite ceinture sous les voûtes des différents tunnels de la SNCF. Et évidemment beaucoup d'oiseaux aussi, dont on va reparler dans quelques instants. Bref, il y a toute une faune qui évidemment s'ajoute à une flore qui est assez riche, puisque les deux vont toujours de pair, et on reviendra aussi un petit peu là-dessus. Tous ces chiffres sont disponibles sur le site de la ville de Paris, qui explique un peu plus en détail les différentes espèces qu'on peut rencontrer à Paris. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la ville construit ce qu'on appelle l'Atlas de la nature, que certains d'entre vous connaissent peut-être, dont j'avais déjà parlé quand j'étais venu dans ce conseil pour parler de la biodiversité fin 2023, qui est assez intéressant parce que la ville propose en fait une dizaine de balades urbaines qui recensent les différentes espèces, donc à la fois la faune et la flore, qu'on peut rencontrer tout le long de la pérégrination qu'on peut faire le long de ces différents chemins, dont il y en a 2 qui sont dans notre arrondissement. La numéro, vous voyez peut-être pas, hein, c'est un peu petit, je suis désolé, mais vous trouvez ça sur le site de la ville de Paris. Vous tapez Atlas de la nature, mais vous avez donc la 10e balade qui est en fait le long de la petite ceinture verte, et puis la 2e balade qui se fait en fait le long des quais de Seine, puisque vous n'êtes pas sans savoir sans doute qu'on a via notamment le budget participatif financé toute une partie de la végétalisation des quais de Seine, et qui font partie de ce que mon collègue Laurent a dû présenter tout à l'heure, de l'arc vert structurant qui a été souhaité par le maire depuis quelques mandatures déjà. Et donc cet atlas, il se présente de la sorte. En fait, vous avez un parcours qui reprend le nom des différentes espèces que vous pouvez rencontrer, son phénotype, quel type d'habitat il habite, avec un descriptif un peu plus détaillé qui fait en général une petite page qui explique quelles espèces on peut rencontrer le long du chemin. Donc c'est assez instructif, et on reviendra dessus. C'est vrai que les Parisiens n'étaient pas forcément au courant que cet atlas-là existait, puisque tout à l'heure je vais vous parler un petit peu des résultats de la concertation sur le plan biodiversité. Et c'est vrai que c'est là-dessus, je crois, un élément de travail important de la ville, et je parle pour la mairie centrale comme pour nous, d'essayer d'aller vers davantage de communication sur ce qu'est la biodiversité dans un milieu urbain. Sur le site de la ville de Paris, vous pouvez retrouver ce qu'on appelle le profil biodiversité des différents arrondissements, qui est en fait une cartographie des différents grands espaces de biodiversité qu'on va pouvoir retrouver, notamment tout ce qui est cours oasis, les différents les parcs et jardins. Je pense que vous en avez parlé assez longuement, et également donc cette faune et flore qu'on va pouvoir retrouver à plusieurs endroits dans l'arrondissement. Je vous ai mis quelques chiffres clés pour le 15e. Je pense que vous en avez un petit peu parlé, notamment sur les espaces verts. On a presque une soixantaine, presque 60 espaces verts dans l'arrondissement, un peu plus de 60 hectares, avec notamment ce qu'on appelle des espaces de biodiversité, donc notamment tout ce qui va être présence de mares et de bassins végétalisés, dans lesquels on va retrouver plusieurs espèces représentatives des différentes catégories que je présentais tout à l'heure. Donc on va trouver à la fois des insectes, des espèces d'oiseaux, des amphibiens. Tout ça forme ce qu'on appelle un réservoir urbain de biodiversité, qui sont des espaces un peu plus
restreints géographiquement que les espaces de biodiversité en tant que tels, qui sont plus larges. Ça va être par exemple le parc Georges Brassens, dont on a récemment rénové d'ailleurs la mare. Bon, voilà, vous en avez parlé précédemment. Un des éléments sur lesquels on a beaucoup travaillé depuis le début de la mandature, c'est tout ce qui est végétalisation des toitures et des murs. On l'a aussi un petit peu abordé tout à l'heure, mais parce que ça contribue considérablement à verdir l'arrondissement et aussi à en faire des espaces de développement de la biodiversité assez importants, que ce soit à nouveau pour les amphibiens ou pour les insectes. Donc voilà, quelques chiffres ici, mais je crois encore une fois que vous en avez un petit peu parlé, donc je propose d'aller un peu plus vite là-dessus. Vous avez présenté cette carte tout à l'heure, donc je vais plutôt m'attarder sur le plan biodiversité en tant que tel. Le plan biodiversité, c'est en fait un document qui est complémentaire du plan climat et du PLU bioclimatique. Contrairement à ces deux documents, il ne va pas vraiment avoir vocation à créer des règles opposables, donc il est moins fort d'un point de vue juridique, si je puis dire. Il a plus vocation programmatique, d'une certaine manière, donc décliner ce que la ville et les arrondissements veulent faire, mais c'est grosso modo le plan qui nous permet de mettre en œuvre des politiques d'aménagement de nouveaux espaces qui sont donc favorables à la faune et à la flore. Donc, on a parlé de la création de différentes mares, l'extension des espaces verts existants, installer des gîtes ou des abris à biodiversité, peut-être que voilà, les hôtels à insectes, donc peut-être mon collègue a parlé tout à l'heure. Ça nous permet aussi de mieux comprendre les pressions environnementales qui vont s'exercer sur la biodiversité. Je reviendrai tout à l'heure sur les enjeux de la pollution lumineuse, mais ça va être aussi la pollution sonore qui a un impact sur la biodiversité. Et ça nous permet aussi d'engager davantage de partenariats avec le tissu associatif. On parlera tout à l'heure du quartier Moineau, qui a aussi été évoqué, je crois, dans ce conseil de quartier, mais qui est là aussi un partenariat fort entre la ville et la Ligue de protection des oiseaux. Donc, en somme, je dirais que le plan de biodiversité est vraiment là pour préserver, on va dire, la biodiversité existante et essayer aussi de construire davantage en lien avec le plan climat et le PLU bioclimatique, dont certaines actions vont être plus concrètes. Mais par exemple, dans le plan climat qu'on vient de voter en Conseil de Paris, il y a des éléments comme la création de 40 espaces de biodiversité dans l'espace public parisien. Donc, c'est des nouveaux espaces verts qui seront aménagés de telle sorte qu'ils soient accueillants pour la faune. Le déploiement d'un indicateur qu'on appelle le Biodiv Score, qui est en fait un indicateur qui permet de comprendre dans quelle mesure un projet qui est porté par la ville de Paris et ses opérateurs est compatible avec un encouragement au développement de la biodiversité. Donc ça va passer par exemple par l'installation de niches pour que certaines espèces d'oiseaux puissent nidifier, par exemple. Tout à l'heure, je parlais des moineaux. À une époque, il y avait énormément d'hirondelles à Paris qui ont en grande partie disparu parce qu'il n'y a plus de possibilité de nidification. C'est le genre de dispositif qu'on peut mesurer à travers cet indicateur Biodiv Score. Et l'idée ici, c'était de l'étendre donc à l'intégralité des projets de la ville pour essayer de mieux prendre en compte ces enjeux-là. Il y a aussi l'enjeu de créer davantage de zones humides. On a parlé tout à l'heure des mares, notamment des mares au canard. Alors, souvent, quand on parle de mares en espace urbain, c'est vrai que parfois les habitants sont un peu perplexes parce qu'on nous dit que ça attire les moustiques notamment. En réalité, contrairement aux espaces, on va dire, d'eau stagnante urbaine, comme, je sais rien, les coupoles par exemple, ou la chaussée où effectivement s'installent les moustiques, dans les zones humides comme les mares, l'avantage c'est qu'on réfléchit dans une dimension écosystémique. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la mare du parc Georges Brassens, on a des canards, d'autres insectes qui sont là justement pour réguler la population de moustiques qui pourraient être intéressés par une ponte dans cet espace-là. Donc c'est censé autoréguler ces phénomènes-là et justement ne pas créer de surexposition
aux moustiques. Donc c'est pour ça qu'il faut bien toujours réfléchir quand on parle de biodiversité dans cette dimension-là écosystémique. Et c'est pour ça que c'est aussi tout un art d'une certaine manière. Vous parliez tout à l'heure de la direction artistique qui est prise pour parler des espaces verts, l'installation de la flore. Ben on retrouve en fait exactement les mêmes enjeux quand il est question de faune. Et puis dans le plan climat, il y a un certain nombre d'autres items qui sont mis en avant, et notamment une coopération renforcée avec la métropole du Grand Paris, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais juste avant ça, je vous fais une petite parenthèse aussi sur le PLU bioclimatique, qui lui va davantage avoir attrait à tout ce qui est utilisation de matériaux biosourcés et recyclage des matériaux utilisés dans la construction. Et ça faisait partie, c'est vrai, d'un engagement assez fort du PLU bioclimatique qui a été voté. Et ça se retrouve notamment dans ce qu'on appelle les OAP, donc les opérations d'aménagement particulières, pour certains quartiers d'ailleurs de l'arrondissement, sur lesquels il y a des engagements assez forts, notamment sur la végétalisation des toitures. Je pense par exemple au quartier Beaugrenelle. Donc tout ça pour vous dire que si on cherche des règles qui sont plus strictes, plus imposantes d'un point de vue réglementaire, c'est plus vers le PLU et vers le plan climat qu'il faut se tourner. Et encore une fois, le plan biodiversité a plutôt vocation, on va dire, programmatique. Je parlais tout à l'heure de la coopération avec la métropole du Grand Paris, parce qu'il faut savoir que la métropole du Grand Paris a mis en place un dispositif qui est assez innovant à l'échelle française, mais même en réalité à l'échelle mondiale, qui est le développement d'une trame noire. Alors en fait, une trame noire, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un complément de ce qu'on appelle les trames vertes, donc les trames d'espaces végétalisés, les trames bleues pour les espaces humides, qui va en fait regarder quels sont les réseaux de réservoirs et de corridors qui sont propices au développement de la biodiversité nocturne. Donc une fois la nuit tombée, comment est-ce qu'en fait les trames noires favorisent le déplacement des espèces qui ne peuvent pas se déplacer en plein jour ou quand la lumière est trop forte. Et donc l'idée de la métropole, c'est de développer ces trames noires pour être sûr que la biodiversité puisse circuler en fait au sein des 131 communes de la métropole du Grand Paris, et qui est d'ailleurs intéressante au passage pour un quartier comme le vôtre, puisqu'ils se servent assez largement de données satellites, qui est notamment produite en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, qui est dans votre quartier. Donc ça montre aussi comment est-ce que ce genre de technologie peut être mise au service de la biodiversité. Donc ça fait partie un peu des innovations de la métropole, et donc qui sert aussi les Parisiens. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va superposer les trois trames pour comprendre quelles sont en fait les espèces qui vont avoir une activité à la fois diurne et nocturne sur un même espace, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut, encore une fois, favoriser leur mobilité à la fois de jour comme de nuit. Et ça contribue vraiment à ce développement de la biodiversité à Paris. On parlait tout à l'heure du plan climat. Je vais juste revenir aussi sur les initiatives qu'on a mis en place dans le 15e, puisque dans le cadre du plan climat, on devait présenter avec le maire un certain nombre d'initiatives qu'on voulait voir portées par la ville pour la période 2024-2030. Et dans les différentes initiatives qu'on a demandées à la ville, il y en a deux qui concernent directement la biodiversité. Il y a celle du développement de l'éclairage intelligent. Vous savez peut-être que dans le 15e, grâce au budget participatif, on a été assez pionnier dans le développement de ce qu'on appelle le smart lighting, qui est en fait un déploiement d'éclairage intelligent. Si vous avez, on pourra en reparler tout à l'heure, mais ça a été déployé dans quelques quartiers. Nous, notre volonté avec le maire, c'est que ce soit inscrit plutôt dans le plan d'éclairage de la ville pour qu'on puisse le déployer un maximum. Pourquoi ? Parce que ça a évidemment des avantages en termes de sécurité pour les passants, notamment le soir, mais aussi pour la biodiversité, parce que c'est une lumière bleue qui est moins agressive visuellement, à la fois pour nous, mais aussi pour les insectes notamment et les oiseaux. Et donc ça a des vertus de protection de la biodiversité. Et l'autre enjeu, c'était celui d'une meilleure gestion des eaux. Alors vous allez voir dans quelques instants que ça faisait partie des points qui ont été remontés par
par les Parisiens pendant la concertation sur le plan de biodiversité. Comment est-ce qu'on peut essayer de mieux gérer les eaux de Paris? Nous, avec le maire, on a souhaité que le 15e fasse partie des arrondissements pilotes d'une réutilisation des eaux, notamment des piscines municipales pour l'arrosage de l'espace public. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une eau qui est je dirais, potable pour arroser l'espace public. Et donc on a souhaité être pilote pour tester ce genre de technologie et voir si ça nous permettait de s'insérer dans davantage d'économie circulaire et un moindre gâchis des eaux. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple en lien avec la biodiversité, ce qu'on essaie de pousser avec le maire dans le cadre du prochain plan climat. Si je reviens quelques instants donc, sur les retours de la concertation, j'étais venu en parler il y a un an. Entre-temps, il y a eu donc, cette concertation ouverte à tous. Il y a quelques éléments phares qui sont revenus. Comme vous pouvez le voir, sur l'enjeu de la préservation des animaux sauvages, il y avait cette idée d'essayer de mieux relier les espaces verts entre eux, les différents parcs et jardins, les différentes trames vertes. On a pu en parler. Hein, ça s'inscrit d'ailleurs notamment dans l'arc vert structurant qui a été souhaité par le maire. On voit ici aussi que les Parisiens ont été très demandeurs de dispositifs de réduction de l'éclairage public pour mieux préserver la vie nocturne des espèces. Ça fait partie là aussi des enjeux de l'éclairage intelligent qu'on essaye de déployer. Sur les enjeux de la place de la flore, ici, l'élément qui est revenu le plus fréquemment, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de développer ce qu'on a appelé ici des prairies fleuries. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a une ville, par exemple, comme Londres, qui a développé des vrais corridors en fait, fleuris qui permettent de créer des espaces de circulation, notamment des abeilles. Donc ça contribue au développement des abeilles. Vous savez qu'on a beaucoup de comment on appelle ça, de ruches pardon, dans l'arrondissement. Et tout ça est favorisé quand on peut avoir des trames comme ça continues dans un espace public. Et donc c'est assez joli, c'est un ensemble de trames de fleuries, c'est esthétiquement assez intéressant. Et c'est une demande assez forte qui est revenue et qui, je pense, mériterait tout à fait d'être étudiée. Et puis vous voyez qu'à côté de ça, il y a aussi beaucoup de participants qui ont demandé à ce que les nouveaux habitats qui soient créés aient vraiment ce caractère naturel. Donc ça, quelque part, c'est un peu paradoxal parce que les deux demandes vont pas forcément dans le même sens, mais là, ça rejoint un petit peu la politique esthétique qui a été choisie, notamment pour le boulevard Pasteur, mais ça montre aussi, comme le disait notre collègue, que finalement, en la matière, tous les goûts sont dans la nature en matière de végétalisation. Il y a eu aussi beaucoup de retours sur la multiplication des espaces aquatiques. Alors ici, on a eu quelques retours sur comment est-ce qu'on peut végétaliser les berges et les quais de Seine, avec beaucoup de demandes de finalement interdire au public totalement les quais de Seine. Pour l'instant, je crois que ça n'a pas été retenu dans le plan local d'urbanisme, mais voilà, en tout cas, c'est l'item qui était revenu en premier. Mais quand même, cette idée de créer davantage de mares végétalisées dans les parcs et jardins revient assez fortement, et parce qu'encore une fois, c'est vrai que ce sont des vrais espaces de développement des biodiversités. On a des canards, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est amphibien, même les libellules, qu'on a en grande partie perdu dans une ville comme Paris, malheureusement. Et voilà, ça permet en tout cas de les faire revenir. Je passe un peu plus rapidement. On a parlé tout à l'heure de la gestion des ressources en eau. Vous le savez, évidemment, c'est un enjeu pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Il y a énormément de territoires en France qui vont être soumis au stress hydrique. Donc comment est-ce qu'on peut développer la politique de récupérateur d'eau? Je parlais tout à l'heure de l'idée d'être pilote sur la récupération des eaux usées des piscines municipales. On a aussi la volonté dans l'arrondissement de d'installer davantage de bacs récupérateurs des eaux de pluie, notamment dans tout ce qui est gymnase, enfin en tout cas dans toutes les grandes infrastructures municipales, parce que c'est plus simple à déployer dans un premier temps. Mais c'est vrai que les Parisiens ont été aussi demandeurs de pouvoir le développer, l'installer
dans les copropriétés. Et je reviendrai dessus dans une diapositive après celle-là. Mais comment est-ce qu'on peut aussi encourager les copropriétés à se développer sur ce plan-là? Et je le disais tout à l'heure, c'est vrai que je crois qu'il y a un vrai enjeu finalement de mieux faire connaître la biodiversité à Paris. Encore une fois, on n'y pense pas forcément. On se dit qu'après tout, Paris est tellement dense et minéral qu'on ne pense pas à l'existence d'un bassin de biodiversité à la fois faune et flore, contrairement à ce que les chiffres qui nous sont présentés donc par la ville et par l'ADEVE notamment nous montrent. Donc je crois qu'il y a tout un ensemble de dispositifs à mettre en place pour mieux faire expliquer tout ça. Moi je me souviens avec le maire, quand on a mis en place la concertation sur le plan climat, on a souhaité notamment à ce qu'il y ait un certain nombre d'ateliers à destination des enfants qui parlent spécifiquement de ces enjeux de biodiversité en ville, puisque ce sont les Parisiens de demain. Et je crois que ce genre de dispositif est à développer et qu'on y gagnerait tous, notamment pour sensibiliser des publics qui n'ont pas forcément l'habitude. Et comme je le disais, donc cet enjeu de l'accompagnement dans la gestion écologique du bâti qui est revenu assez fortement, il se traduit notamment par le dispositif CoProASIS, donc qui est un dispositif d'accompagnement de la ville, qui permet en fait d'expliquer aux copropriétés déjà quelles aides elles ont à leur disposition pour végétaliser soit les façades, soit les toitures, et aussi pour expliquer quels sont par exemple les différents types de semences qu'on peut utiliser si on veut installer par exemple des plantes grimpantes. Qu'est-ce qui est faisable dans une ville comme Paris sans que ça endommage les structures. Donc c'est à ça que sert le dispositif CoProASIS qui a vocation à monter en charge dans les années à venir. Et donc c'est pour répondre à votre question, c'est ce dispositif-là vers lequel il faut orienter toute personne qui aurait des questions sur comment est-ce qu'ils peuvent, dans une copropriété, davantage développer ce dispositif-là. Et c'est a priori aussi vers CoProASIS qu'il faudra s'orienter pour tout ce qui est installation de bacs récupérateurs d'eau à l'avenir. Voilà. Donc bon voilà, la dernière diapositive sur les retours de la concertation, c'était là aussi comment est-ce qu'on peut promouvoir davantage le réemploi. Bon, tout ça a été finalement adressé dans le PLU bioclimatique avec des nouvelles, des nouveaux encouragements à utiliser davantage de matériaux biosourcés, géosourcés et faire davantage de réemploi de matériaux de chantier. Mais ça montre là aussi que c'était une vraie préoccupation des Parisiens, donc, qui a été adressée, je dirais, dans ce PLU bioclimatique. Ça, c'était un petit peu, je dirais, un résumé des différents retours de la concertation. Vous pouvez avoir les retours plus détaillés en allant en ligne sur le site de la ville de Paris. Vous pouvez taper plan biodiversité, vous avez un retour de la concertation. Juste revenir rapidement sur le calendrier, parce que quand j'étais venu vous voir en novembre 2023, on avait un calendrier qui était un tout petit peu différent. Aujourd'hui, il a un petit peu glissé jusqu'à début 2025. On devait avoir un plan biodiversité préparé et voté à la fin de l'année. En réalité, le plan biodiversité n'est pas encore sorti. Je pense qu'il y a eu un enchevêtrement avec le plan climat, le PLU, les JO. Là, aujourd'hui, on l'attend plutôt pour début 2025, début janvier, avec un vote donc, au Conseil de Paris, ce qui nous permettra d'avoir un peu plus de traduction, on va dire, programmatique des engagements de biodiversité de la ville. On pourra en reparler à ce moment-là si besoin. Je voulais juste peut-être faire un dernier mot sur les enjeux de biodiversité pour parler des quartiers moineaux. Pour ceux qui habitent en fait Paris depuis longtemps, moi je me souviens, avant à Paris, il y avait plein de moineaux. Aujourd'hui, ils ont presque tous disparu. On les voit presque plus. 75% en réalité des moineaux ont disparu depuis le milieu des années 2000. Et donc, la ville de Paris, avec la Ligue de protection des oiseaux, a voulu mettre en place un programme qui s'appelle l'initiative Quartier Moineaux, qui vise à identifier à la fois les nids, mais qu'on appelle ça les colonies de moineaux dans Paris,
dont je vous ai mis ici une capture d'écran du 15e arrondissement, sachant que, donc ça c'est une capture d'écran qui vient du site de la Ligue de protection des oiseaux, qui montre des colonies qui n'ont pas été encore validées par les observations. Donc ce sont des retours des habitants qui ont fait un retour sur le site internet de la Ligue de protection des oiseaux, comme quoi ils ont repéré une colonie de moineaux à tel ou tel endroit. Et en réalité, la Ligue de protection des oiseaux propose à ceux qui sont intéressés par l'ornithologie notamment de prendre des photos et de leur envoyer pour qu'ils puissent faire un travail de vérification. Donc n'hésitez pas, si vous êtes témoin en tout cas de la présence de moineaux dans le 15e, à faire ce retour-là à la Ligue de protection des oiseaux. Ça leur permet de mieux comprendre la présence de cette espèce-là dans Paris et éventuellement d'envoyer des équipes pour faire quelques observations de terrain aussi. Et donc, encore une fois, je trouve que c'est une initiative assez intéressante dans Paris, parce qu'on peut voir de manière assez concrète. Vous savez, c'est un peu comme quand on prend l'autoroute. Avant, il y a quelques années, on pouvait voir sur son pare-brise tous les insectes qui venaient s'entrechoquer contre les pare-brises. Aujourd'hui, on n'en voit presque plus. C'est un peu la même chose avec les moineaux. Avant, il y en avait plein, par exemple, au Louvre. On n'en voit quasiment plus du tout. Et donc, c'est une vraie perte de biodiversité, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça contribue de l'écosystème global, d'autorégulation aussi de la présence des insectes. Donc tout ça va ensemble. Et donc il faut vraiment penser ça de manière écosystémique. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site de la Ligue de protection des oiseaux, qui encore une fois font un travail, je trouve, assez remarquable en partenariat avec la ville. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur les enjeux de biodiversité. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, vous êtes évidemment les bienvenus, et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Est-ce que oui, madame? Et je crois je crois pas, je suis sûre, j'avais présenté les quartiers moineaux dans mon autre conseil de quartier Violet Commerce, parce que le quartier Violet est un quartier Comme test, on peut le voir sur la carte, oui, c'est vrai. quartier moineaux. Voilà. Allez-y, madame. Oui, excusez-moi, encore une question très technique. L'utilisation des eaux de piscine, je trouve que c'est très louable, mais est-ce que la technologie, si c'était décidé à grande échelle, est-ce que la technologie pour réutiliser ces eaux de piscine est-elle validée, ou faut-il développer quelque chose? Est-ce que c'est prêt? Y a-t-il un budget? Voilà, c'est des petites questions. Alors, l'objectif de ce qu'on a souhaité tester, c'est justement d'être pilote pour valider la technologie. Il y a quelques technologies en cours de développement, donc il faut évidemment passer par toutes des batteries de tests pour voir d'un point de vue opérationnel comment est-ce que ça marche dans des conditions autres que les conditions de laboratoire ou de centre de test. Donc c'est à ça que sert finalement d'être arrondissement pilote. On n'est pas les seuls. Hein. Il y a un autre arrondissement, je crois que c'est le 13e, qui a demandé à être pilote là-dessus. Donc on serait 2 arrondissements dans Paris. Évidemment, tout ça se fait de manière très, très contrôlée pour justement vérifier l'état de la technologie, voir si ça fonctionne. Sur le plan budgétaire, aujourd'hui, on n'a pas encore d'engagement. C'est vrai que c'était un des points, je dirais, de discussion. J'aurais préféré qu'on ait un peu plus d'engagement financier sur ces volets localisés dans le 15e du plan climat local. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est un souhait qu'on a formulé avec le maire d'être pilote sur ce test de technologie. Ça s'inscrit dans notre volonté. On a parlé tout à l'heure d'éclairage intelligent, on aurait pu parler du macadam insonorisant, d'être un peu pilote sur des technologies innovantes pour essayer d'être un arrondissement innovant et qui essaye un petit peu les nouveaux dispositifs technologiques pour lesquels on a souvent de très bons retours. Je parlais du macadam insonorisant, très bons retours au niveau des quais de Grenelle, par exemple, sur la réduction des nuisances sonores. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on teste la technologie par ce biais-là. Allez-y, monsieur. Oui, ce n'est pas vraiment une question que je veux vous poser, mais pour revenir à Saint-Lambert, je suis conseiller aux aînés et il y a des travaux qui ont déjà commencé de réaménagement des allées, par exemple, de nivellement,
de regard et de stabiliser, comme disent les jardiniers. Et ma question, parce que je l'ai évoquée avec Sylvie Serrac, que vous connaissez bien sûr, s'il y avait une question, êtes-vous concerné par les travaux d'aménagement du square Saint-Lambert? Parce que depuis notre dernier été, des membres d'associations qui montaient sur scène au demi-amphithéâtre demandent l'installation de rampes. L'installation de rampes? Oui. PMR, c'est ça? En lieu et place des 2 escaliers, parce que des membres de ces associations ne peuvent, par exemple, monter sur scène, enfin, scène entre guillemets, n'est-ce pas, pour chanter, etc., donner l'aubade aux spectateurs. J'ai bien compris. Voilà. Donc en fait, c'était pas une question, c'était une observation, ce que vous venez de faire, c'est ça? D'accord, très bien. Voilà. Donc je pense que la mairie du 15e est au courant de votre observation. J'ai pas eu de retour. Bon, enfin, en tout cas, je l'ai noté. Là, et je vais le retransmettre à monsieur Laurent Racapé. Quelqu'un est en charge des travaux du square Saint-Lambert. Non, mais je pense que monsieur Racapé doit avoir la réponse, mais il avait une réunion, donc il vient de repartir. Mais est-ce qu'on peut échanger nos coordonnées à la fin de la réunion? Oui, tout à fait. Très bien. Merci. Je vous en prie. Monsieur, une question? Oui, pour revenir donc au plan biodiversité, est-ce que dans ce plan, on va pouvoir retrouver des chiffres tout simplement sur le contrôle des populations de pigeons, de rats, de cafards? Est-ce que ce plan biodiversité tient en compte aussi de savoir d'avoir des chiffres tout simplement sur cette population? Est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas, des frelons asiatiques à Paris, enfin tout type de nuisibles? Est-ce qu'il y aura un contrôle de la population de ce type d'espèces dans ce plan, dans ce nouveau plan de biodiversité? Alors le comptage, les chiffres, non, parce que en fait, typiquement les exemples que vous preniez, les cafards, un peu compliqué de compter les cafards. Les rats, la question a été posée. D'ailleurs, la question a été posée dans la concertation là, sur le plan biodiversité. Et la ville a répondu, a fait une réponse publique qui est sur le site pour expliquer qu'en fait, en réalité, la ville n'a jamais vraiment compté le nombre de rats à Paris. Historiquement, elle ne l'a jamais fait. Et donc, réfuter un petit peu, d'une certaine manière, l'idée qu'il y aurait une augmentation du nombre de rats ces dernières années. Bon, en tout cas, il y a pas. Donc, ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'il n'y a pas de comptage qui est fait. Ce qui est compté, c'est plus aujourd'hui, c'est pas le nombre d'espèces, c'est pas le nombre d'individus par variété, mais le nombre de variétés présentes qui ont été signalées dans Paris, sauf quand vous avez des initiatives qui visent une espèce particulière, comme ici le quartier Moineau. Vous avez plutôt un travail effectivement d'identification de colonies, de comptage du nombre d'individus. Pour l'instant, ça se fait pour les moineaux. À ma connaissance, ça se fait pas encore. Pour d'autres espèces, ça pourrait venir, mais effectivement, à la fin du marché de Breteuil, effectivement, il y a une colonie de mouettes aussi qui arrive. Oui. En Espagne, c'est considéré aussi, quand ça dépasse un certain nombre de populations, comme nuisible également. Donc, c'est important d'avoir des chiffres, ou au moins des statistiques qui puissent permettre de faire un constat, en fait, à quel niveau. Mais bon, côté Breteuil, toujours, moi, je me suis retrouvé avec des souris et des cafards que j'avais jamais vus avant que je parte de Paris. Je suis loin de retrouver encore des petits canards, hein, on est loin. Mais bon, c'est en lien avec le nombre d'espaces verts et entretenus, etc. Oui, mais bon, le nombre de canards, c'est facile à compter. Le nombre de cafards, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus difficile. Non, mais j'ai découvert une application qui s'appelle Mon Paris, je crois, où on peut faire des signalements de présence de nids de cafards et autres. Donc ça nous permet déjà d'avoir un minimum de chiffres. On n'ira pas un par un, mais c'est important aussi. Ça fait partie aussi de la biodiversité.
Très bien. Une autre question avant qu'on passe au dernier sujet, parce qu'il est rapidement, moins le juste quart, pour il les faut rendre moineaux, l'école à 21h. À part les comtés, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour que les moineaux disparaissent à Paris? Parce que Paris n'a pas tant changé que ça. Il s'est passé qu'il y a eu des ravalements et donc ils n'avaient plus de... Bah vas-y, alors je ne sais pas pourquoi j'étais partie, j'aimais bien les moineaux. Non, vas-y. Non, je crois qu'il y a une histoire aussi de ravalement, donc ils n'ont plus de petit espace pour faire leur nid. Et ensuite, il y avait une autre idée, c'était quoi? Dans les immeubles neufs, donc ils ne peuvent pas. Ouais, et donc c'est pour ça d'ailleurs que dans le PLU bioclimatique et dans le plan climat, il y avait cette idée de, vous savez, le biodiv score dont je parlais, qui est là pour mesurer comment est-ce que dans les nouveaux bâtiments, en l'occurrence municipaux, est-ce qu'on intègre dans l'architecture la possibilité de nidification, notamment, vous parliez des moineaux, mais il y avait aussi les hirondelles à l'époque. Et l'autre enjeu, c'était un enjeu de prédation passive par les pigeons, qui sont venus quelque part remplacer d'une certaine manière les moineaux par leur surnombre. Parce que maintenant... Et les corneilles. Et les pervenches non plus, elles sont plus là. Les perruches, il y a plus de perruches. Et les pervenches non plus. Ouais. C'était pour rire. Bref, dans tout nouvel immeuble parisien, il va falloir faire des endroits pour les moineaux, les hirondelles. Alors la mairie de Paris donnait des nids à disposition, en fait, pour que les gens les mettent sur leur balcon, justement, pour les faire revenir. Et ça, on peut trouver, je me souviens plus de l'adresse, mais je peux vous le dire, si ça vous intéresse. Il me semblait qu'il y avait un réseau d'eau non potable à Paris. Je ne sais pas si ça existe encore ou si c'est un fantasme, un réseau qui existait il y a quelques années en tout cas. Alors pour le coup, je ne suis pas du tout, spécialiste, mais c'est vrai ce que vous dites. Il y a un réseau d'eau non potable qui sert à un certain nombre d'usages, notamment effectivement, qui peut servir pour certains arrosages, qui peut servir pour certains usages. Ouais. Il y avait des fontaines d'eau non potable. Les fontaines qu'on installe maintenant, c'est des fontaines d'eau potable. Anciennement, il y avait des fontaines où il était dit eau non potable. Il y avait marqué eau non potable. Après, maintenant, les fontaines, elles sont, vous voyez, elles sont permanentes, voilà, de plus en plus, voilà. Mais oui, je sais pas si Mathieu, non, tu sais pas. Non, on se renseignera les uns les autres, on est en défaut, mais là. Ouais, mais si je crois qu'il y avait des réserves, je sais que ça existe. Qui servaient à arroser à un moment donné. Exactement. Si, ça servait à arroser. C'est sûr qu'il n'a pas été détruit. Il y avait un reportage dans lequel j'ai entendu ça également, et je sais que c'est une fierté même de la ville. Parce qu'on est une des seules villes à avoir un réseau d'eau non potable, qui double le réseau d'eau potable. Mais après, je ne sais pas dans quelle mesure on l'utilise. C'est celui où on a des truites, je crois. Oui. C'est un gage de qualité de l'eau. Mais ce qui n'enlève pas l'intérêt au dispositif dont on parlait tout à l'heure, parce que l'idée, c'est justement de ne pas avoir à puiser dans ces réservoirs naturels, d'une certaine manière, hein. Et réutiliser de l'eau en circuit court, en fait. Donc ça n'enlève pas les vertus des dispositifs qu'on essaie de mettre en place. Une dernière question, madame? Moi, j'avais deux questions très concrètes. Bon, on est ravis de la biodiversité, de planter les arbres, etc. Je trouve au contraire, moins de voitures à Paris, moins de pollution, on est tout à fait d'accord. Par contre, le nombre de rats, comme signalait monsieur, quelles actions sont mises en place pour contrôler ou éliminer les rats? Et la deuxième question, on a vu récemment, il y a eu de la neige, après il y a eu de la pluie, et tous les trottoirs étaient jonchés de feuilles. Et ces feuilles sont restées là 3, 4, 5 jours. Quelles actions vont être menées si on augmente la biodiversité et les plantations d'arbres au niveau la protection, trottoir, etc. Sur les rats. Sur les rats. Alors, notre collègue est parti malheureusement. Alors, il est plus au courant sur il y a différents types d'actions menées. Certaines sont autorisées ou pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais ça, je l'ai signalé plusieurs fois. Après, ils ont des actions, puis il y a des actions effectivement qui sont interdites, mais
il y a des enjeux de technique employés ou pas. Bon, ça, je reconnais que mon collègue aurait été mieux placé. Oui, il aurait été mieux placé pour répondre à notre place. Mais et Jean-Yves sur les enjeux effectivement de la collecte. Ouais, alors sur les feuilles, effectivement, en ce moment, il y a un petit problème dans le 15e, c'est un peu difficile. Et du coup, j'étais en réunion avec mon ami Jean-Yves Pinet qui s'occupe de la propreté. Et il essaye de tout faire pour enlever les amas de feuilles un peu partout. Donc, il se bat pour que ça soit ramassé au plus vite. Voilà. Ça, sur les feuilles, je sais. Bien, on va... Oui, allez-y, madame. Juste aussi sur la question sur la propreté. Oui. Boulevard Garibaldi, il y a un camping sauvage tous les soirs qui s'installe. Donc au début, c'était un camion, maintenant c'est 2. Oui. Aujourd'hui, c'était 4. Et D'accord. donc le matin, ils trient des vêtements et ils laissent toutes leurs poubelles. Oui, ça donc les rats arrivent, les corneilles. Ça nous a été signalé. Et il n'y a rien. Et en plus, c'est devant une antenne de police. Donc ça montre que ces gens savent très bien qu'ils sont complètement impunis, quoi. Et donc, ils s'installent de plus en plus. Il y a des gens qui arrivent et il n'y a rien qui est fait depuis 1 an. Il y a eu des actions qui ont été faites, vous ne les avez peut-être pas vues et puis ils sont revenus, mais il y a des actions. D'ailleurs, en parlant du boulevard Garibaldi, il y a eu une opération de nettoiement qui a été faite sous le métro Garibaldi le 21 novembre, comme ça. Je ne prendrai pas la parole à la fin de la réunion. C'est une grande opération de nettoiement qui part des rues Sèvres, Le Courbe, au niveau de la place de Panama, qui a mobilisé les équipes de la DPE, de la DEV, de la DPMP et de la DVD. Donc elle a consisté, vous avez dû le remarquer, à tailler les arbres, tondre les herbes, nettoyer les pieds d'arbres et nettoyer les voies des 2 côtés du boulevard, ainsi que le terrain central sous le métro. Et cette opération, c'est pour votre information, sera reconduite le 28 novembre en matinée, place de la République du Panama jusqu'à la rue Pérignon, et le 5 décembre, où il y aura une interdiction de stationner du midi de la veille jusqu'au lendemain 13h, et qui sera donc de la rue Pérignon à la place Cambronne. Donc je voulais vous donner cette information parce qu'il y aura donc une grande opération de nettoiement dans votre quartier. Mais ce que vous avez signalé, on connaît la situation et franchement on intervient, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent revenir. Et c'est qu'à chaque fois il faut réintervenir. En fait, mais on est bien au courant de la situation. Il faudrait mettre une espèce d'arceau pour empêcher les camions de passer sous le métro. Mais c'est un peu compliqué ça. Avant, il y avait une concession, c'était très bien avec des... Oui, qui était fermée complètement. Oui, ils devraient remettre la concession, ça serait très bien, avec une... Parce qu'il y a des enfants, évidemment, qui jouent, donc très bien. On retrouve les ordures le lendemain. Ouais, les enfants, pour aller à l'école le matin, passent au milieu de tout ça. C'est quand même pas... C'est ce qu'on signale aussi depuis un moment. Et ces Roumains, ils sont assez agressifs, même par moment. C'est-à-dire que quand ils voient qu'on les regarde en passant à pied, ils essaient d'engager la conversation. Et quoi, ce que je fais, ça vous plaît pas, etc. Voilà. Oui. Mais tout ça nous a été signalé. On fait passer des équipes, mais bon, plusieurs fois. Oui, et au commissariat aussi. Je suis désolée, si vous voulez discuter, on discutera ensemble après. Je suis désolée, mais il faut qu'on passe au budget participatif. Si tu veux bien nous faire un petit point de 5 minutes. Oui, de toute façon, ça va être assez rapide. Tout ça pour rappeler les différentes étapes et résultats. Donc, vous vous en souvenez, il y avait au début du mois de septembre, enfin en réalité tout le long du mois de septembre, la phase de vote des projets au budget participatif qui avait été arrêtée au mois de juin par une commission qui réunissait les services de la ville et des représentants de la mairie du 15e et de l'hôtel de ville. Nous avons donc arrêté une liste de projets qui a été soumise au vote, une vingtaine de projets, sur laquelle il y a 11 projets qui ont été choisis pour le 15e arrondissement dans leur respect d'une enveloppe globale qui nous a été attribuée cette année de 7 200 000 euros. En réalité, on a eu 10 projets qui ont été choisis et puis on a, avec le maire, la faculté d'abonder un projet qui est un petit peu sur la tangente avec le budget d'investissement de l'arrondissement, ce qu'on a choisi de faire pour valider ce dernier projet à qui il manquait quelques dizaines de milliers
d'euros. Donc ces projets qui ont été lauréats, sur lesquels on va revenir sur un ou deux d'entre eux, qui concernent plus particulièrement votre quartier, ils seront, c'est plus une formalité, mais ils font l'objet d'un vote au prochain Conseil de Paris qui a lieu dans 2-3 semaines pour quelque part flécher les crédits de la ville, pour sanctuariser quelque part l'investissement dans ces différents projets-là, à la suite de quoi il y aura début 2025 les études techniques les plus abouties, les plus poussées par les services de la ville et le début des travaux, de la mise en chantier des différents projets. Vous avez été plus de 9600 dans le 15e cette fois-ci à voter pour le budget participatif, ce qui est toujours un peu dans le peloton de tête parisien, donc toujours des bons chiffres de participation. Je disais tout à l'heure 7 500 000 euros d'investissement cette année, avec une répartition assez large dans l'arrondissement. Alors, j'ai bien conscience que la carte ici est un peu petite. Vous pouvez retrouver cette carte sur le site de la mairie qui explique pour chaque quartier, en fonction des thématiques qui sont retenues. C'est toujours assez diversifié, même si d'une année sur l'autre, on retrouve des thématiques comme le sport, la végétalisation, les écoles qui reviennent chaque année parce qu'il y a des besoins assez forts, on le sait. Pour revenir peut-être plus en détail sur les quelques projets qui concernent votre conseil de quartier, il y avait un gros projet de 2 50 000 euros qui a été retenu, qui visait un petit peu dans la continuité, dans la matérialisation des engagements du plan climat de la ville à faire de la rénovation thermique des écoles, à la fois pour les écoliers et pour les enseignants, avec ici 600 000 euros, donc sur ces 2 50 000 euros qui sont fléchés pour la réalisation de travaux d'isolation thermique de l'école Mademoiselle. Donc voilà, dans votre quartier, un tiers à peu près de ce budget participatif qui sera fléché donc, pour cette école-là. C'est surtout donc, des travaux de réfection des menuiseries extérieures. Enfin, tout ça va être étudié un peu plus dans le détail dans la phase d'études les plus abouties que je mentionnais tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est fléché pour de l'isolation thermique de cet établissement-là. Et puis, il y a un autre projet. Alors, c'est un petit peu... on n'est pas exactement dans ce quartier-là, mais ça vous impacte quand même. Il y avait un projet un peu plus faible en matière d'enveloppe budgétaire, qui était un budget qui traite des enjeux de tri des biodéchets. Et ici, il y a donc 30 000 euros qui seront alloués à la construction, à la mise en place d'une poubelle biodéchets dans le quartier Pasteur, donc pas très très loin d'ici. Donc c'est des points de collecte de déchets alimentaires. Il y a énormément de besoins. On en a aujourd'hui systématiquement un dans chaque marché de l'arrondissement, mais il y a un besoin d'en installer davantage. Et donc ça fait partie des choses qui seront financées donc, dans le prochain budget participatif. Là, vous voyez, c'est un petit budget. On voit le panel assez large. Ça va de 2 millions d'euros à 60 000 euros. Et a priori, c'est donc les deux seuls projets qui concernent directement ce conseil des quartiers. Après, évidemment, il y a plein d'autres projets que vous pourrez retrouver sur le site de la mairie du 15e ou de la ville de Paris qui détaillent un peu plus précisément les 9 autres projets du 15e. Et puis vous avez aussi des projets tout Paris qui concernent notamment la végétalisation et l'adaptation aux enjeux climatiques, mais pour lesquels il n'y a pas encore de fléchage par arrondissement précis. Ça fera l'objet des études techniques à partir de début 2025. Vous pouvez d'ores et déjà déposer vos idées pour le prochain budget participatif jusqu'à fin janvier 2025. Tout ce que vous déposez en ligne sur le site décider.paris.fr est collecté et sera mis à l'étude de préacceptabilité par les services entre fin janvier et grosso modo le mois de mai, à la suite de quoi on aura en juin 2025 cette réunion un peu ad hoc, donc avec les services techniques, des représentants de l'hôtel de ville et de la mairie du 15e pour arrêter la liste finale des projets qui seront soumis au vote en septembre 2025. Voilà en quelques mots. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ?
Non. Alors pour l'eau non potable, j'ai été regarder un petit peu. Donc effectivement, c'est pour les espaces verts et aussi pour l'eau des radiateurs dans certaines nouvelles constructions. Voilà. Donc ça sert pour les espaces verts, pour arroser les espaces verts. Et il y a 1600 km, je crois, à peu près. Donc c'est une spécificité de Paris qui est très importante, justement, qui sera très importante pour la végétalisation et beaucoup d'autres choses. On refera un sujet. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'être venus et bonne fête de fin d'année.